Bonjour à tous et bienvenue pour ce billet numéro 325 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 17e numéro de la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA de 2024. Top 100 participatif avec plein de mondes de médias différents. Et aujourd'hui, c'est Sam de Breaking Ball, le podcast Breaking Ball qui se joint à nous. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de La Syllabe, le top 100 du Basket Lab, mais pas que du Basket Lab justement, c'est un top 100 participatif avec plein de membres de médias différents. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui était déjà là l'an dernier pour l'édition 2023 de ce top 100, quelqu'un qui n'a pas Bam Adebayo cette année, mais qui, je le sais, pourrait refaire 45 minutes sur le débat du Deep Boy 2023. C'est Sam, comment ça va Sam ? Ça va super et toi? Et merci pour cette intro parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, non, mais ça va super et ça fait plaisir de te retrouver pour ce podcast. J'hésitais entre te lancer sur Miami ou alors faire une blague sur nos habituels. À chaque fois, c'est la course. Tu sais, ça me fait penser à Tom Hanks et c'est DiCaprio, non? Arrête-moi si tu peux, un truc comme ça. Ouais. Très bon film d'ailleurs. On a pris très bon film et on a littéralement eu la même difficulté à se joindre. Enfin, on y arrive toujours, comme on disait tout à l'heure, mais c'est toujours un peu laborieux, on va dire. On finit toujours par y arriver, mais c'est aussi pour ça que je te demande à chaque fois, c'est que Sam, vous le savez, Sam est hyper intéressant. Sam de Breaking Ball, d'ailleurs, j'allais dire feu Breaking Ball, mais non, pas du tout, il y a eu un podcast en 2024 en plus, je suis mauvaise langue. Oui, c'est pas si loin, franchement, vous allez dire. Non, et puis surtout, je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est quand même d'essayer de reprendre, même si la régularité, bon, vous le savez, a toujours été un sujet. Mais ouais, toujours envie de reprendre. Et puis pareil, ça fait toujours plaisir de discuter basket avec toi. Tu le sais bien. Tu sais que l'an dernier, on avait enregistré, on a fait des blagues, ouais, Lillard, il va arriver, etc. On avait enregistré en septembre. Ouais. Et du coup, ça avait mal vieilli. Est-ce qu'on s'en est remis de ça ou pas, Sam? En vrai, moi, je m'en suis remis, mais parce que je suis très petty, et quand je vois ce que fait actuellement, et leur équipe et tout, du coup, très franchement, maintenant, je le vis bien. Voilà, il y a un petit côté, le petit rageux qui voit que l'équipe ne s'en sort pas très bien, que Ayton n'est pas si bon, que Diakhez est très très bon, du coup, allez, on a fait le deuil. Ce que j'allais dire, c'est désormais, c'est André Ayton, ton joueur préféré maintenant. J'adore, mais j'adore, et puis là, en plus, il est dans ce top 100, et il a une super place, franchement, j'adore. Ouais. Eh bien, transition parfaite, on a déjà parlé de Ayton, donc on a déjà le principe du top 100, vous le savez, on a une playlist, on en discute 5 par 5, on a déjà fait combien? 16 épisodes, donc 16 x 5, on a déjà un top 80, on va rajouter 5 noms aujourd'hui, évidemment on aura un top 85 en fin d'émission, et donc c'est vrai que Ayton, on en a déjà parlé, il y a quelques noms comme ça dans le classement qu'on a parlé, on a dit bon, finalement c'est pas top, ça pourrait sauter, mais donc sur ce classement actuel, peut-être d'ailleurs plutôt le haut que le bas, mais est-ce que tu as des revendications, est-ce que tu as des remarques à faire sur ce classement, des demandes de reclassement même sur le top 80 actuel? Ouais, en regardant le classement rapidement, ce que je me dis, Bam, je l'aurais probablement mis un rang plus haut. Ce qui est marrant, parce qu'il est en dessous de Donovan Mitchell, un peu comme à leur draft, donc voilà. Mais ouais, je l'aurais probablement mis un rang plus haut. Davis, possiblement aussi. Pas que j'ai quoi que ce soit à dire envers Booker, mais je sais pas, Davis, je trouve ça reste le type de joueur qui, une fois qu'il est en bonne santé, bon, on est tous conscients de ce qu'il est capable de faire, même des deux côtés du terrain. Et il y a un autre truc, mais je sais pas, c'est pas rationnel, mais ouais. SGA 4e, j'adore le joueur, vraiment, c'est un de mes joueurs préférés, j'adore son style, il a fait une saison de fou, il mérite tout ce qu'il a fait, et il mérite même ce classement. J'ai du mal à me dire aujourd'hui que c'est le 4e meilleur joueur de la ligue. Et c'est très marrant parce que du coup, je sais pas en dessous de qui je le mets, je sais pas qui je fais passer au-dessus, mais je sais pas. Tu vois, autant Jokic, Giannis, Luka, il y a aucun débat dans ma tête. Autant me dire que là, tout de suite, si je dois choisir un joueur après, c'est SGA, ça colle pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu le chapeau SGA, Curry, Embiid, qui sont 4, 5, 6. Effectivement, on peut se poser la question. Après, là où il a de la chance, c'est que dans l'exercice du jour, on évalue qu'est-ce qu'ils ont fait de facto en 2024, ouais, pas le côté absolu, quoi. Ouais, donc, tu vois, on prend en compte le côté surplus d'efficacité, etc. Mais en même temps, tu me diras Embiid aussi. Donc, c'est vrai que moi, c'est plutôt Embiid 6e. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas un peu sévère avec Embiid. Ouais. Pour moi, ça va un peu dans ce sens. Et après, Embiid, encore une fois, on connaît tous les critiques qu'on peut attribuer à ce joueur. Donc, loin de moi l'idée de le défendre pendant 15 minutes. Mais toi, tu en es aussi conscience qu'il est capable d'apporter le niveau qu'il a eu cette année, le niveau qu'il a de manière générale. Ça, en fait, ça m'aurait pas choqué
d'avoir Embiid 4 et SGA 6. Alors que dans l'absolu, je pense que je préfère SGA en tant que joueur et que, comme tu as dit, la saison qu'il a fait, elle est exceptionnelle. Mais voilà, enfin, c'est, à première vue, c'est un peu les trucs qui vont me faire réagir, quoi. Écoute, ce que je peux faire déjà d'entrée de jeu, c'est je remonte un Embiid et Curry, on les échange alors peut-être. Comme ça, on fait remonter un peu Embiid d'une place et Allez. effectivement, continuer un peu à discuter de SGA et Embiid, ça me titille un peu. Et de l'autre côté, oui, alors effectivement, on avait un peu commencé à en parler en antenne là, de ce côté Bam et Davis. Effectivement, ça me va un peu de chacun les remonter un peu d'une place. En fait, par rapport à la défense aussi, la valeur de la défense, tu vois, c'est toujours un peu pareil. On va dire oui, mais quand même, Booker, Mitchell, c'est quand même des superstars offensifs, sacrés, c'est le truc le plus important. En même temps, oui, mais un point gagné en attaque, c'est un point gagné en défense. Enfin, un point, c'est un point, quoi. Non, donc, il y a ce côté aussi où ça me va. Du coup, on fait monter un peu Adebayo d'une place devant Mitchell et Davis aussi. Ok, ça me va. Bon, après, là, on est dans des chapeaux et des détails. Et, oui, bon. Oui, c'est clair. Ça, c'est des tiers. Et puis, par contre, pour aller dans ton sens, il y a vraiment ce truc de, si on parlait de joueurs, notamment pour Davis, si on parlait de joueurs qui n'étaient uniquement que des bombes défensives, mais qui offensivement avaient non, c'est pas ce type de joueur. Même Bam qui a des limitations offensives, en fait, aujourd'hui, tu peux vachement faire passer le jeu à travers lui. Du coup, j'ai un peu du mal à me dire que ouais, ok, en fait, c'est juste des joueurs défensifs. Et par contre, de l'autre côté, Mitchell, bah, c'est pas là-dessus que tu vas l'attendre et c'est pas là-dessus. Enfin, tu peux pas compter sur lui de ce côté-là du terrain, quoi. Booker, je trouve qu'il y a quand même eu des belles améliorations là-dessus, même d'ailleurs qu'on a pu voir un peu au JO, c'était assez intéressant. Mais Mitchell, j'aurais peut-être encore un peu du mal de ce côté du terrain. Ouais, et puis Booker, enfin déjà, c'est quand même pas all defense, quoi, mais surtout c'est un poste extérieur, alors que tu vois, Bam et Davis, ça gagne des points sur le truc le plus important, le domaine du jeu où tu peux le plus affecter l'équipe, le poste où tu as le plus de conséquences stratégiquement, tactiquement, donc ouais. Ok, bah faisons ça. Et un autre cas, alors si je me permets de te questionner, pour l'instant on a Edwards qui est 15. Ben, c'est marrant, j'étais littéralement en train de regarder les deux là, le 15-16 Edwards et Haliburton, et j'allais pas commencer par Edwards, j'allais te demander, est-ce que, avant de répondre pour Edwards, Haliburton, tu le trouves bien placé ou pas? Enfin, tu l'aurais mis à cette place-là ou pas? Et c'est pas rhétorique, hein, c'est une vraie question ouverte. Je pense que s'il avait fait tout son début d'année sur toute la saison, il aurait été plus haut. Après, on a un peu pris en compte le côté, bon, bah, il fait quand même une deuxième partie d'année où, bah, juste, il fait acte de présence pour les bonus au NBA, quoi. Donc, il y a un peu ce truc-là, ouais. C'est limite pour ça que je me demandais si toi tu l'aurais pas mis plus bas. Mais c'est même pas vraiment par rapport aux joueurs, c'est plus, j'ai surtout vu la deuxième partie de saison qu'il a fait, comme tu dis, il y a eu pas mal de critiques sur le joueur, il y a eu pas mal de, voilà, bon, on n'aime pas, mais du coup, je m'attendais à le voir plus bas quand j'ai regardé le classement au départ, quoi. Ouais, effectivement. Bon, après, je pense qu'on pourrait pinailler sur tous les joueurs, tous les postes. Mais pour Edouard, par contre, rapidement, moi, je suis probablement un des joueurs Monsieur s'enflamme parce qu'il fait un peu one ball de temps en temps. Je suis probablement un des fans qui l'apprécie plus que d'autres personnes, ou en tout cas, qui lui attribue une réputation peut-être plus élevée. Je sais pas si c'est plus élevé que celle qu'il a aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai plus de crédit envers lui que ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux du style, ouais, en fait, c'est un croqueur, ouais, ceci, ouais, il lui manque encore pas mal de choses. Je pense, j'aurais pu le mettre devant Lillard, surtout si on prend leur saison dernière. Enfin, si on prend la dernière production, parce que pour le coup, il fait vraiment une belle saison. Voire même le mettre devant Bam. Encore une fois, si on parle uniquement de la production de l'année dernière, ça m'aurait pas choqué de le voir à peu près à l'endroit où on a mis Mitchell. Tu vois, 12. Bon, après, comme t'as dit, c'est des chapeaux. Et au-delà de ça, enfin, vraiment, je trouve que, en fait, il y a beaucoup d'intangibles chez ce joueur qui en font un futur top player. Il y a plein de critiques qu'on peut avoir sur sa production, sur son efficacité, sur potentiellement son manque de passing, ou alors le fait qu'il lui manque vraiment. Même sa défense, je trouve qu'elle est parfois un peu surcotée par rapport à ce qu'il peut apporter sur le terrain. Et en même temps, sa saison, elle parle pour elle-même. Il a des qualités aussi bien physiques que, je sais pas, enfin, que physique que athlétique. Et je différencie les deux dans le sens où, pour moi, physique, je mets aussi le bagage d'énergie que tu peux avoir même en fin de match, la capacité à prendre le jeu à ton compte quand les gens commencent un peu à fatiguer. #Harden, enfin, tu vois, ce genre de choses, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de trucs qu'il est capable de faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à mon sens, qu'il est aussi valorisé par ses pairs. Tu vois, j'en parlais une fois, d'ailleurs, avec Quentin, shout out, depuis basket, où je disais que pour moi, il y a un truc qu'il faut pas toujours négliger, même si on sait très bien que ça peut être à prendre avec des pincettes, genre les avis de Shaq ou de Perkins et tout. Mais quand tous les pairs de la ligue sont capables de te valoriser sur un aspect du jeu, ou sont capables de t'adouber en tant que potentiel futur star ou potentiel, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Tu vois, c'est un peu ce qu'on pouvait voir avec Kobe à l'époque ou des trucs comme ça. On peut bien sûr critiquer et remettre en question pas mal de choses qu'ils sont capables de faire ou la manière dont ils prennent le jeu à leur compte. Et en même temps,
je trouve qu'il y a une capacité à prendre le jeu à son compte, une capacité à s'élever au-dessus du niveau de ses coéquipiers et des adversaires, une capacité à vouloir prendre le dernier shoot, et ensuite un niveau de jeu qu'on a déjà vu à maintes reprises, qui font que ouais, pour moi, Edwards, en fait, j'ai pas de problème à le mettre un peu plus haut et j'ai pas de problème à le voir autour de la 15e place, quoi. Bah, c'est vrai que le duel par rapport à Lillard, un peu sur cet aspect de la saison, on va dire. C'est vrai que ça, on avait discuté, on avait longtemps hésité, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, je serais plus à l'aise d'inverser un peu les deux et de faire passer Edwards devant sur cet aspect-là, parce qu'en plus, tu vois, pareil, si on fait la saison dans son entièreté, il y a aussi les playoffs et ok, il a eu des difficultés contre Dallas, mais parce qu'il n'y avait pas de spacing, c'était pas lui, quoi. Donc c'est clair. Oui, donc il y a ça aussi, et ce que Lillard a fait une très très mauvaise saison. Je pense que le vrai Lillard, il est top 10 comme l'an dernier. Bien quoi. Ouais, assez clairement, mais ok, bon, on peut faire le switch aussi alors si tu veux, on peut le faire gratter d'une place. Ouais, Lillard, ouais. Typiquement, par rapport à leur saison et par rapport aux playoffs qu'il fait vraiment, enfin, Edwards m'a vraiment impressionné, notamment face à Denver, même s'il a eu un ou deux matchs où il est vraiment en dessous. Mais je trouve que, bon, comme tu l'as dit, Lillard, son vrai niveau, on sait que c'est pas celui qu'on a vu cette année, et en même temps, Edwards, le top niveau qu'il a pu montrer cette année, je pense que c'est le niveau qu'il peut réellement atteindre. Et par rapport au pic qu'il a montré cette saison, je pense qu'il y a vraiment un vrai truc de, aussi bien en playoff qu'en saison régulière. Ouais, ok, il y a quelque chose. C'est pas juste un flou, c'est pas juste un jeune joueur qui a un peu de talent, c'est pas, non, il y a un vrai potentiel derrière et il l'a un peu mis en application cette année, même dans des moments où il y avait pas trop de spacing, même dans des moments où il devait vraiment prendre le jeu à son compte. Donc ouais, j'aurais bien une place plus haut, disons. Eh bien, faisons ça, et donc j'ai même pas encore annoncé la cuvée du jour, une plutôt belle cuvée aujourd'hui, puisque nous avons du Jimmy Butler, nous avons du D'Angelo Russell, du Jrue Holiday, du Jaren Jackson, le Nemesis, et du Duncan Robinson, donc plutôt 5 beaux noms aujourd'hui. Question traditionnelle avant qu'on en discute un par un et qu'on les intègre, comment ces 5-là, tu les as classés, les 5 là, les uns par rapport aux autres? J'ai toujours du mal avec ce truc-là quand on fait ces podcasts, parce que par rapport à leur saison passée, Butler, c'est assez difficile de le placer où que ce soit parce que bon, en fait, il fait une saison où pas. Ouais. T'as l'impression qu'il fait un peu acte de présence. Il était à Par mi-temps. contre, si on prend, il était littéralement à mi-temps et même à mi-temps, il était à mi-temps. Enfin, tu vois, il y a un côté, quand il est là, il joue une fois sur deux et quand il est pas là, bah, il est pas là du tout. Donc c'est assez difficile. Mais globalement, si je devais juste faire un classement des 5 comme ça, je mets Butler en premier. Ouais. Naturellement, j'hésite vraiment, je pense. On va en parler après, mais Jaren Jackson, j'ai toujours un petit truc de je sais pas trop. Mais bon, allez, disons, disons Jaren après. Ok. Jrue. Ouais. D-Rob, et encore, sans pareil, il y a une petite hésitation sur ce truc-là, et puis D'Lo après, en dernier. Donc D'Angelo Russell en 5e. Ok. Ouais, bon, j'avais Butler en 1 et Jaren Jackson en 2. Et après, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment classer 3, 4, 5. J'aurais presque envie de dire Russell, Holiday, Robinson, ou l'inverse encore, je sais pas. Ouais. Donc bah, tiens, allons-y, comme ça on va pouvoir discuter dans le détail, et puis avec le classement ça va aller tout seul. Bah tiens, commençons par Jrue Holiday, si tu veux bien. Premier joueur du jour, Jrue Holiday, je te fais le petit topo et après je te lance. 33 minutes de jeu pour Jrue Holiday cette saison, 69 matchs chez les Boston Celtics évidemment, 103 true shooting plus, donc plus 3% d'efficacité relative à la moyenne, c'est pas mal sur un usage qui par contre a beaucoup baissé, qui est à peine à 16%, un volume très modeste, à mon avis on va en parler. Et c'est vrai que pour te lancer, on est un peu sur une saison de la métamorphose, en un sens j'ai envie de dire, où il est passé de créateur à aujourd'hui top role player et top connecteur en fait. Et ben pour moi c'est ce qui enfin je sais pas si c'est ce qui explique, mais c'est un peu dans ce type de rôle qu'il est le meilleur. Enfin, en fait, ça lui permet tellement de, je prends ce truc-là parce que c'est souvent un indicateur un peu classique et tout, mais son pourcentage à 3 points qui augmente parce qu'il prend moins de shoot et qu'il a moins la balle en main et qu'il peut plus facilement se placer et tout, bah c'est pas un simple hasard. En fait, pour moi, c'est le type de joueur où si tu le mets si on avait fait ce même podcast mais qu'il avait passé toute la saison autre part en tant que playmaker principal, bah peut-être que je le place pas aussi, peut-être qu'il a pas une aussi belle saison. Pareil, en fait, ça fait partie des joueurs où certes il a perdu en production pure dans pas mal d'aspects, et en même temps, bah, défensivement, le type il est juste exceptionnel comme d'habitude, et donc bon, il est toujours, je sais pas s'il a été classé dans le top 5 au Deep ou un peu plus. Je crois qu'il était pas top 5. Il était top 6, je crois qu'il a All Defense cette année encore. Ouais, All Defense, ça oui, bon, comme d'hab, ça bouge pas. Et pareil, en fait, pour moi, ça fait partie des trucs où c'est le rôle dans lequel t'as envie de l'avoir. C'est pour ça que Boston a fait, enfin, je vais mourir, ils sont champions. Genre, je m'en remets pas. Bref, bah c'est pour ça qu'ils ont fait une top acquisition, et c'est pour ça qu'en vrai il est
Enfin, vraiment, pour moi, il y a un côté, quand tu l'as dans un rôle comme ça, juste, il se sublime. Il sublime aussi bien l'équipe parce qu'il est capable de faire tout ce qu'il fait bien, naviguer à travers les écrans, mettre les shoots importants, avoir un pourcentage qui nécessite vraiment, entre guillemets, de les défendre, même si tu sais qu'il va en prendre beaucoup moins. Bah ouais, en fait, c'est la métamorphose, mais c'est dans ce type de rôle-là que t'as envie de l'avoir. Et c'est intéressant quand même de l'avoir eu dans les années précédentes en tant que principal playmaker, parce que ça lui permet, sur certaines séquences ou dans certains moments, d'avoir la balle en main sans trembler, chose qui était parfois plus problématique avec Marcus Smart, par exemple. Et Marcus Smart reste un très bon passeur et il sait tenir la balle en main, donc c'est pas nécessairement une critique envers le joueur. Mais je trouve que là, le rôle dans lequel on a eu joué cette année, bah, c'est en partie ce qui explique que Boston a eu un tel succès et qui explique aussi sa saison en termes d'efficacité, comme tu viens de le citer, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un peu un cas typique de comment est-ce qu'on va juger la valeur entre un gros rôle, donc plus d'emprise sur le jeu, mais un rendement qui est un peu pas tellement satisfaisant par rapport à ces standards-là, ou alors un mec qui fait moins, mais qui le fait mieux. C'est un peu tout le débat et en même temps, c'est assez notable de voir un mec qui, bon, certes, il est un peu vieux, fin de carrière et tout ce qu'on veut, mais voilà, le mec est passé de créateur principal ou allez, secondaire à côté de Giannis, mais un créateur majeur à un mec qui aujourd'hui cinquième roue du carrosse ou presque sixième en termes d'importance offensive. En défense et au général, il est plus haut, mais en termes de création pure, c'est vrai qu'on est passé, tu vois, en termes de volume, de 25%, un volume de deuxième option, à peine 16%. C'est extrêmement modeste, 16% d'usage. Il a jamais connu ça. Et pour parler plutôt qu'en usage, si vous préférez en tir tenté par 100 possession, de 23 à peine 15. Donc ça chute parce que c'est aussi moi, enfin je sais pas toi, mais moi j'étais pas très fan sur la fin, enfin même depuis toujours, mais du côté Jrue Holiday un peu créateur, parce que c'est un mec qui était pas mal, un peu dans la moyenne, pas mal, mais toujours pas trop efficace parce que régime de tir un peu compliqué, beaucoup de pull-up, pas top passeur, ou en tout cas passeur académique, pas top créateur de scoring parce qu'il va pas trop au panier, ce genre de choses. Et donc c'est vrai qu'on a un peu abandonné tout ça pour, comme tu dis, un peu un mec, un rôle beaucoup plus sobre et beaucoup plus efficace parce que des tirs plus faciles, beaucoup plus assistés, etc. Et on a aussi des résultats qui sont géniaux. Et en un sens, on pouvait s'attendre à ce que Jrue Holiday prenne un peu le rôle de Marcus Smart, mais paradoxalement, c'est un peu Derek White qui lui a monté son volume et a pris ça. Et du coup, on a un Jrue Holiday qui est aujourd'hui certes un role player, mais la Rolls-Royce des role players à petit volume, quoi. Littéralement. Ouais. Et puis, en fait, c'est pour ça que je disais, l'acquisition de Boston, elle a été faite dans le bon sens, parce que s'il l'avait mis exactement dans le même rôle que Marcus Smart, encore une fois, pour moi, ils ont pas le même type de succès. Déjà, parce que, en fait, c'est pas là-dedans dans lequel il est le meilleur, et ça, tu l'as bien dit. Enfin, je vais le dire de manière un peu critique, et ça n'a pas trop de sens, sachant qu'ils sont champions quand même avec les Bucks il y a quelques années, mais ce qui fait que dans certains runs de playoffs, pour moi, les Bucks, ils sont pas si effrayants que ça, indépendamment du niveau d'Giannis, c'est ce genre de choses. C'est le fait de te dire qu'en fait, si c'est Jrue Holiday qui a la balle et qui doit créer en permanence, en fait, tu peux trouver des solutions. À moins que toute ton équipe soit blessée, comme c'est le cas une année sur deux avec le Heat ou quoi que ce soit, hein. Mais globalement, tu te dis que c'est une menace offensive que tu peux gérer. C'est une animation offensive que tu peux gérer. Par contre, quand t'as un Holiday, comme tu l'as cette année, avec un usage réduit, mais qui est capable, comme tu dis, d'avoir des shoots plus faciles, qui est capable du coup de jouer un peu plus avec son physique, et Jrue Holiday, peut-être que ça se voit pas quand on le voit sur le terrain parce qu'il est autour d'autres buffles, mais physiquement, c'est quand même un monstre. Enfin, que ce soit à travers la manière dont il navigue à travers les écrans défensivement, la manière dont il est capable d'encaisser les chocs physiquement en V1, mais aussi la manière dont il est capable de jouer de l'épaule ou de rentrer dans l'art, comme on aime bien dire, offensivement. En fait, quand il a plus la possibilité de le faire sans avoir à le faire tout le temps, en fait, ça se ressent vraiment dans un match, dans une équipe, dans une animation offensive. Ça se ressent. En fait, juste, à mon sens, ça lui permet de faire tout ce qu'il sait déjà faire en mieux, plutôt que de lui donner la balle en main et de lui dire en fait tu sais le faire donc débrouille-toi, entre guillemets. Et ce qui est cool, c'est que c'est un mec qui de base est meneur, et pour des standards de meneur titulaire, le côté passing, créativité était juste moyen. Par contre, si pour des standards de connecteur, de fluidificateur de jeu, il part avec un bagage beaucoup plus élevé, quoi. Donc on a eu affaire à un mec qui, en termes de, tu vois, tout ce qui était les cuts dans le dos de la défense, dans le dos des aides ou ce genre de choses, il était fabuleux. Et puis voilà, il a un bagage de meneur passeur titulaire NBA, quoi. Donc quand on lui demande de juste faire l'extra passe, faire le cut plus extra passe, ce genre de choses, sûr. Il est génial. Et puis l'autre aspect qui est, tu vois, on a parlé du rôle, je crois que tu en as parlé, 43% à 3 points, hyper efficace cette année, mais surtout, tu regardes un peu à quel point ces 3 points étaient assistés ou pas. Il est à 75% de paniers assistés, donc 3 paniers sur 4 à 3 points sont assistés. L'an dernier, c'était moins de 1 sur 2. On est passé de 42 à 75% de paniers assistés, et que à 3 points, mais même au général, ça a doublé en fait. À peine 30% de ces paniers étaient assistés au général. L'an dernier, c'est passé à 60%. Donc il y a cette métamorphose assez énorme, et puis
t'as parlé du côté buffle. C'est vrai que c'est aussi un aspect qui est génial, c'est qu'il est arrivé cette année à Boston et je trouve aussi ça va de pair avec un Joe Mazzulla qui, contrairement à 2023, a été beaucoup mieux tactiquement et notamment en termes de créativité défensive. Joe Holiday a été un peu l'outil génial de Joe Mazzulla cette année, avec des zones où il était au milieu et surtout, tu parlais de la puissance, le mec a défendu parfois sur des match-ups genre Joel Embiid ou des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, je vais carrément dans ton sens là-dessus. Je reprends ton point, mais le fait il a été playmaker principal pendant une bonne partie de sa carrière, en tout cas pendant pas mal des dernières années. Du coup, il y a un truc qui est tout con, c'est qu'il sait comment se placer, et ça se justifie dans ce que tu as dit sur les paniers non assistés. En fait, il sait où être, il sait quand cut, il sait faire l'extra passe, et en plus, tu as une animation à Boston, aussi bien offensive que défensive, qui est bien pensée. Et donc, en fait, forcément, quand tu as un joueur qui, je tire le trait, c'est pas pour dire qu'il y a des joueurs qui sont pas intelligents, mais quand t'as un joueur qui sait penser son jeu, qui sait penser son système, et qui sait penser le basket, entre guillemets, et du coup, ça donne le Jrue Holiday qu'on a eu cette année. Ouais, et puis tu vois, c'est là où je pense que Derrick White aussi est génial en défense, mais c'est pas pareil. Derrick White, c'est plus le meneur un peu, défenseur des trucs extérieurs, quoi, des lignes extérieures. Jrue Holiday, il y a une certaine flexibilité, une polyvalence dans le profil qui fait que tu peux l'utiliser littéralement partout. Et en fait, il est bon, quoi. Donc c'était assez, ça avait beaucoup de valeur pour moi. Donc voilà un peu pour le profil. Tu m'arrêtes si t'as autre chose à rajouter. Mais sinon, on peut faire la transition vers le classement alors. Où est-ce qu'on se projette? Dans quelle zone à peu près est-ce qu'on imagine Jrue Holiday? En fait, pour moi, je l'aurais mis au-dessus de Derrick White. Parce que, pour moi, ça... Ah ouais? Je comprends que ça puisse faire un peu tiquer. Je suis pas sûr que ce soit l'endroit où tout le monde... Ah, mais attends, Brown, il a été en dessous de... Ouh, c'est joli, ça. ça c'est marrant. Ça part dans tous les sens, hein, le classement. Ah ouais, du coup, allez, ouais, au-dessus de Brown, c'est compliqué. C'est quoi tes points de repère, grosso modo, en termes de comparaison dans le classement? Où est-ce que tu te dis... Au départ, c'est parce que premier regard, j'ai regardé par rapport à Derrick White, et ensuite j'ai vu que Brown, il était en dessous, vu qu'en plus on venait d'en parler, aussi bien défensivement que défensivement. Ouais. Du coup, je l'aurais probablement mis un peu en dessous. Maintenant, je vois que Mark Cannon est 38. Du coup, pareil, peut-être de prendre Bradley Beal. Bradley Beal, 41 actuellement, un truc comme ça. Tu vois, moi, pour Derrick White, pour moi, c'était un peu le point haut à pas dépasser, parce que je pense qu'il est quand même meilleur. Enfin, c'est pas qu'il est meilleur, c'est que dans les faits, Derrick White a un peu explosé dans un plus grand rôle en termes de plus de création. Donc, je pense que ça a pas mal de valeur. Alors, c'est pas que j'aime pas ce rôle de connecteur génial, mais c'est quand même un rôle moindre, quoi. En fait, ça reprend la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est ça, par rapport, c'est ce que je peux comprendre. Et pareil, encore une fois, si on est censé se baser plus sur ce qu'ils ont produit cette saison, logiquement, Derrick White, il est au-dessus. Là, j'avoue que j'ai un peu fait l'écart de les comparer plus en tant que joueur et ce que je pense d'eux. Et encore, même là-dessus, Derrick White, tu peux le mettre au-dessus. Mais du coup, moi, l'autre point de repère, c'est Caruso, sinon, tu vois. C'est sur lui que j'étais tout de suite. C'est pour ça que j'avais dit 43, parce que t'as Bill qui est 43, et t'as Caruso qui est 46. Et du coup, ça m'aurait pas gêné de le mettre entre les deux, par exemple. Je pense qu'ils sont à peu près pareils. En plus, tu vois, on a KCP McDaniels aussi par là. Je pense que c'est un peu la même zone. Ouais. Sachant qu'au Holiday, tu vois, les années d'avant, ils pouvaient taper 20 places plus haut, mais parce que plus de volume, plus de scoring, etc., quoi. Mais cette année, par exemple, moi, je l'aurais probablement mis devant Caruso. Caruso que j'adore, hein, et vraiment, c'est un type de... Ouais, je pense aussi, de genre que j'aime beaucoup et que je pense que dans une bonne année ou quand il est pas dans ce type de situation, vraiment, lui aussi, il peut prétendre à un classement beaucoup plus haut. Mais ouais, cette année, je l'aurais possiblement mis devant Caruso. Ok, faisons ça. Mettons-le juste devant Caruso, le groupe Caruso, KCP, McDaniels, etc., Michael Porter aussi. Ouais, en sachant qu'encore une fois, Caruso, vraiment, je le dédouane, mais c'est aussi en grande partie à cause de la saison de Chicago et du fait que, voilà, il y a plein de choses dans moi, il est meilleur, mais bon. Voilà. Effectivement. Et donc, petit quiz pour finir. Est-ce que je te prends pas surprise? Est-ce que tu te souvenais de ça? Petit quiz. Ah, j'avais complètement oublié que j'avais ça, c'est vrai. Allez. Des mini-quiz pour se remémorer les actions marquantes de la saison. C'est un peu dans le thème du jour. Et donc, nous sommes le 28 octobre 2023. On est très très tôt dans la saison. Début de saison, ouais, ok. Et je t'ai fait un quiz aux petits oignons. C'est un contre spectaculaire sur Jaime Jaquez. Donc, qui est sur le terrain? Est-ce que tu peux citer les joueurs sur le terrain au moment de ce contre de Jrue Holiday sur Jaime Jaquez? De côté, des deux, les 10? Les 10, ouais. Bon, alors, les 10, on va la faire au hasard. 23 octobre, est-ce que Butler, il joue encore? Peut-être, normalement. Butler n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Tu vois, on est en début est-ce que c'est normal, ça? Bref. Allez, je taquine. Disons, Hero, Robinson. Hero, oui. Robinson, oui, tout à fait. Bam. Pas Bam. Nous avons c'est pas trop un joueur NBA pour moi, mais en tout cas, il était sur le terrain. Qui ça? Il y avait Thomas Bryant? Non, exactement. Si, bah oui, non, mais je comprends carrément c'est pas un joueur NBA. Je valide carrément.
Et puis le dernier, c'est un jeune qui s'est blessé très tôt dans la saison, que moi j'aime beaucoup, un jeune défenseur. Non. Il s'est blessé toute la saison même. Ouais, et parfois on parle de son poil parfois. On parle de son poil. On dit, c'est un jeu de mots à la con. Ah putain, je l'ai pas. C'était Drew Smith, le poil Drew. Putain, mais putain, oui, ah, ok, d'accord. Ok, j'aime bien. Okay. C'est scandaleux le jeu de mots, pardon. Déjà. Non, j'aime bien. Il est tard, on adore. Non, mais c'est vrai que oui, putain, il se blesse tôt. Il se blesse quand d'ailleurs? Contre Cleveland, je crois, en tout début d'année, un peu dommage. Ah oui, quand c'est avec le trou. Exactement, enfin, ouais. Mais putain, Cleveland qui a laissé le... Ah oui, exact. Le banc qui est en contrebas, il se fait le genou, les croisés, ouais. Ouais, voilà, et du coup, ça, ouais, putain, terrible. C'est vraiment... Et côté Boston, alors? Du coup, t'as, je sais pas, Porzingis. Il y a pas Porzingis, non. Le backup, le vieux backup. Un vieux papy qui a joué avec Joachim Noah à la fac. Qui a joué à Atlanta. Au 14? Exactement. Ensuite, il a joué à Atlanta. Ensuite, il a joué aux Sixers. Mais non, mais il y est plus. Il est dominicain. Mais non, mais justement, je suis en train de me dire, Orford. Bah oui. Orford est sur le terrain. Ouais. Mais à ce moment-là, putain, oui, non, mais d'accord. Tout à fait, oui, sur le terrain. Ouais, ok, mais c'est pour ça, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Après, je me suis dit, mais non, il est pas là dans le octobre. Du coup, t'as Orford, Tatum, ouais, tout à fait. Tatum, joue à l'Orford. Il manque 2. Un tout petit. Bah, on n'est pas là, non, un tout petit. Comment il s'appelle, Pritchard? Exactement, Pritchard. Et le dernier, c'est pas Jalen Brown, c'est un ailier défensif. Un des no-name. Je sais pas si tu l'auras. Un ancien de Toronto et d'Indiana qui est un peu... Je sais même pas trop comment te le faire deviner. Si je te dis Brissett, est-ce que t'as le prénom par exemple? Putain de merde. En fait, c'est lui. Oui, bah, enfin, je crois qu'il y avait un défenseur de Manchester United qui s'appelait comme ça à une époque. Non? Il y avait pas un John Oshie ou un truc comme ça? Oshie, si, John c'est ça, hein? C'est John? Oui, il y avait Oshie. Est-ce que j'adore d'ailleurs, j'ai son maillot. Oshie à Brissett. Ah, putain. Ah oui, ça s'écrit. Ouais, mais ça s'écrit mal. Attends. Si, c'est ça, c'est Oshie, ouais. C'est Oshia ou Oshae, à chaque fois je confonds, mais... Ouais, c'est ça, mais attends, John Oshie, c'était comment ça? On part sur Manchester United, là. On peut passer à notre deuxième joueur du jour. Tiens, D'Angelo Russell, allons faire son cas à lui. 33 minutes de jeu en moyenne pour Russell, 76 matchs, plus 1% d'efficacité relative à la moyenne, donc grosso modo au niveau de la moyenne, sur 23% d'usage. Bon, pour t'en lancer, on est grosso modo sur un peu le Russell d'habitude avec ses forces et ses faiblesses. Ouais. Très franchement, j'ai trouvé que sa saison était correcte, mais dans le sens, non, je l'avais pas eu l'année dernière quand on en avait parlé, mais un peu dans les standards de ce qu'il est capable de faire. Il s'est un peu écroulé en playoff, mais bon, ça arrive, et puis c'était aussi pas le même type enfin, voilà, il est pas tombé dans des meilleures conditions. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, Russell, ça fait vraiment partie des joueurs où j'en attends rien de plus que ce qu'il a déjà montré, et je pense pas qu'il soit capable d'en apporter plus que ça. C'est un peu pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en dernier, c'est pas tant parce qu'il est mauvais ou quoi, c'est plus... il a pas surpris en quoi que ce soit, il s'est pas sublimé en rien du tout, il a fait ce qu'il est capable de toujours faire, c'est-à-dire shooter de manière relativement correcte, enfin même plus que relativement correcte, aussi bien que ce soit quand il a la balle en main que quand il les prend non assistés. Il a toujours un pourcentage de mémoire, il a toujours un pourcentage qui est relativement bon, donc là-dessus tu peux toujours compter sur lui. Il a toujours les mêmes, je sais pas si je dirais problématique, mais problématique quand il s'agit soit de finir à l'arceau, soit de jouer un peu plus physique. Donc là-dessus, en fait, pareil, on n'est pas surpris. Au niveau des lancers francs, c'est la même chose. Donc en fait, il y a un pourcentage qui est sympathique, mais vu le volume, tu peux pas en tirer grand chose. En tant que créateur, je trouve que c'est pareil, j'ai pas envie de dire que c'est mieux que ce qu'il a fait avant, parce qu'il y a des années où vraiment pour moi il m'avait un peu surpris, typiquement quand ce qu'il avait pu faire de temps en temps à Minnesota, ou même un peu avant à Brooklyn. Cette année, en fait, c'est juste dans les standards de ce qu'il est capable de faire quand il a la balle en main. Du coup, j'avoue que, c'est ce que tu dis, c'est une année de Russell comme il l'a toujours fait, quoi.
Bah, c'est un peu, il y a ce truc avec lui où on a eu en carrière, on a eu 2 pointes de tiens, il y aura peut-être un potentiel génial. C'était la draft. Il fait drafter très tôt, mais on est en pleine période James Harden 2015, l'explosion de James Harden. On se dit tiens, un autre gaucher qui fait des step back à 3 points et des passes. Donc là, drafté très haut pour ça. Et l'autre pick, c'était l'année à Brooklyn où il avait un peu émergé en tant que go-to guy. Alors pas efficace, mais go-to guy. Et voilà, donc on y avait un peu cru, mais je te rejoins un peu sur cet aspect de. Tu sais, alors je suis pas fan du tout de l'analyste. Je suis plutôt fan du personnage un peu clownesque parfois, mais Bill Simmons, il dit toujours. Au bout d'un moment, tu es qui tu es. Et je pense que c'est un peu ça avec Russell, quoi. C'est-à-dire que, bon, il a quoi, 27, 28 ans, on a compris que le côté, tu pourras pas aller au panier, le drive est un peu limité, il y a pas cette agressivité-là, il y a pas les lancers francs. Le passing est très sympa, mais vu qu'il y a pas le drive, c'est un peu du passing, alors je caricature, mais un peu statique, c'est pas si dynamique que ça en sortie dribble, quoi. Donc c'est un peu le Russell d'habitude, mais qui, tu vois, a aussi une utilité, je trouve. Enfin, modulo les engueulades avec Darvin Ham, on a bien compris qu'ils s'aimaient pas les deux entre eux. C'est clair. Mais non, mais tu vois, le shoot à 3 points, c'est quand même la force principale du profil. C'est-à-dire 41% à 3 points sur 7 par match. Ça a été un outil tactique assez intéressant parce que il y a plein de match-ups cette année où on a essayé de développer un peu, non pas LeBron James en pick and roll, mais parfois sur post-up. Et donc, quand tu fais une prise à 2 sur post-up, que ce soit depuis ligne de fond ou depuis en haut, c'était pratique d'avoir Russell à une passe près. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a beaucoup vu tester ensemble, quoi. Je mets une nuance à ce que j'ai dit. Encore une fois, pour aller dans ton sens, dire que on sait quel type de joueur c'est, ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais joueur. En l'occurrence, Gilo, voilà. C'est vraiment juste, tu sais que ce qui t'a apporté jusqu'à maintenant, c'est ce qui continuera de t'apporter, et c'est aussi bien une force que une frustration si par moment t'as besoin d'autre chose. Typiquement, si on le met dans l'écosystème Lakers, cette année, les Lakers, il y a des moments où ils avaient besoin d'autre chose, et c'est parfois frustrant de savoir qu'un joueur qui, sur certaines années ou sur certains stretches, a été capable d'apporter autre chose, mais tu peux pas l'attendre sur ces éléments-là. Au-delà de ça, par contre, en fait, oui, rien que si on enlève le fait qu'il soit capable d'avoir la balle en main et d'avoir un passing un minimum intéressant, rien qu'avoir un joueur qui shoot à plus de 40% à 3 points sur autant de tentatives, c'est déjà intéressant par essence. Du coup, ça reste un joueur qui apporte quelque chose, ça reste un joueur qui dont les Lakers ne peuvent pas trop se passer aujourd'hui pour moi. Enfin, vu la manière dont leur effectif est composé et qu'il manque de pas mal de choses, en fait, clairement, il a un rôle un minimum essentiel. Et ça s'est vu, que ça soit avec les systèmes, que ça soit quand t'as des moments où là, ça fait le tour de la toile, mais quand t'as LeBron qui rend la balle à D'Lo pour qu'il mette un shoot parce qu'il a la main chaude, ok, c'est toujours sympa et c'est toujours important et intéressant. Mais au-delà de ça, comme tu dis, tu sais que tu vas pas pouvoir l'avoir en passeur hyper dynamique, tu sais que tu vas pas pouvoir avoir des jours où en fait il provoque énormément de fautes. Chance est que à côté il y a Davis et LeBron et compagnie qui sont capables d'en provoquer beaucoup, donc il y a pas de sujet. Mais je pense que D'Lo, c'est vraiment, tu sais il est qui il est, et puis avec ses forces et ses faiblesses, quoi. Je crois que tu viens d'utiliser le terme la toile pour désigner Internet. On a perdu les jeunes auditeurs de moins de 25 ans, là, je crois. En plus, je parle comme si j'avais 35 ans, tu sais. Alors, mais juste, ça m'a fait rire. Mais bon, mais je te rejoins que le cas d'Angelo Russell agite les gazettes cette saison. Non, mais en effet, bon, on a bien détaillé cet aspect-là, mais tu vois, par exemple, un peu marrant, je sais pas, mais en tout cas en drive, sur l'efficacité en fin de drive, il est 16e centile sur les drivers à plutôt gros volume, donc on est tout en bas du classement, et de l'autre côté, voilà, il y a ce côté shoot, c'est sympa, et je sais pas si je fais un blasphème ou si j'exagère un peu le trait pour faire passer l'idée, mais on est presque, je dis presque, on est plus proche d'un Mario Chalmers, tu vois, que d'un vrai meneur titulaire à plein temps, mais parce qu'en fait il y a LeBron à côté, donc c'est surtout l'utilité du shoot et beaucoup plus de passing, vous avez compris, je caricature, mais beaucoup plus de passing qu'un Chalmers, mais c'est un peu, pour moi, son atout principal, c'est ça, quoi. Je peux passer un peu, je peux créer occasionnellement de manière un peu secondaire, et il le fait pas mal, mais il y a un peu ce côté avec les titulaires, non, c'est pas lui le créateur principal, il est un peu là pour le shoot, il le fait bien, et puis même, tu vois, défensivement, on n'a pas trop parlé, mais défensivement, je trouve que ça tient plutôt la baraque depuis 2-3 ans, en termes au moins on-ball, quoi. Ouais, j'avoue, j'en ai pas parlé du tout parce que je pense pas à ça en premier, mais c'est devenu un joueur où tu te dis pas... Lui non plus. Lui non plus, d'ailleurs, ouais. Non, mais tu te dis pas nécessairement, c'est une plaie de l'avoir sur le terrain. Ouais. Tu vois, chose que déjà tu pouvais te dire certaines années par rapport à lui, que lui-même se disait sûrement. Aujourd'hui, en fait, c'est aussi un peu l'habitude d'avoir, tu connais la ligue depuis un certain moment, du coup, tu commences à comprendre face à qui tu es, où est-ce que tu dois te placer, comment ne pas provoquer de faute, comment faire. Enfin voilà, tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, il y a un autre joueur sur lequel je reviendrai sur cet élément plus tard. Mais voilà, du coup, tu l'as sur le terrain et ça va du côté défensif. Et offensivement, en fait, il a toujours les forces qui, dans l'absolu, encore une fois, on est dans une ligue où il faut shooter souvent, où il faut shooter correctement. Avoir un profil comme ça, c'est important, voire essentiel. Donc là-dessus, ça
super intéressant de l'avoir. Et surtout, je trouve qu'il y a un côté aussi, c'est con, mais vu qu'on va parler de Butler plus tard, il joue beaucoup et il joue souvent. Et c'est pas, enfin, tu vois, genre un joueur qui fait, je sais pas, non mais voilà, lui au moins, je sais pas combien de matchs il a fait cette saison, mais vu l'effectif dans lequel il est, avec des joueurs qui sont potentiellement soit souvent blessés, soit vieux, tout simplement, bah c'est cool d'avoir un type qui est capable de te faire, je sais pas, peut-être plus de 70 matchs par saison. 76, ouais. Tu vois, bah putain, quand même, ok, 76, avec cette telle production. Franchement, c'est intéressant, je pense. Oui, et puis le passing aussi, on n'a pas trop développé, mais même si ça bouge pas trop, c'est un passing qui est hyper précis. Et c'est aussi là-dessus où comment est-ce qu'on pourra mieux l'exploiter par la suite, on verra. Mais classement, alors, niveau classement, où est-ce qu'on se projette? Je crois que tu avais peut-être raison, on est en dessous de jour l'idée. Je suis d'accord. Ouais, moi, Giroud, on l'a mis genre 44, 5, 6, un truc comme ça. Ouais, je l'aurais mis un peu en dessous quand même. Tu vois, là, il y a un groupe de créateurs, McCollum, Van Vliet, Murray. Est-ce qu'on n'irait pas taper par là? Ouais, sûrement. Ouais, peut-être, ouais, Murray, je sais pas trop ce que j'en pense, mais ouais, par là, ouais, McCollum, il est 57. Ça m'étonne pas de le mettre soit au-dessus, soit en dessous, ouais. Mike Conley, Vassell, Bogdanovic, je pense qu'on peut le mettre par là. Ouais, parce que j'ai vu Vassell aussi. J'allais dire, pour moi, je le mets potentiellement devant Vassell, hein, en vrai. Donc, ce serait au-dessus de Austin Reeves, aussi, ou le duel, comment se voit un peu le duel. On peut reclasser Austin Reeves, hein, ça me dérange pas. Hein. Ah, mais je sais. Ah, tiens. On peut, tu vois, on peut par exemple mettre Russell au-dessus de Devin Vassell et remonter aussi de 4-5 places Reeves aussi. Ouais, ça m'étonne. Ouais, ça me choquerait pas, je pense. On peut faire ça. Tiens, mais c'est une bonne question. Toi, parce que toi, tu mettrais Reeves devant D'Lo cette année ou pas? Je pense peut-être, ouais. Je pense peut-être. C'est un peu le même rôle, hein. Les deux sont un peu créateurs secondaires. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a plus d'efficacité et plus de polyvalence avec Reeves où il peut être poseur d'écran. C'est la polyvalence, ouais, c'est la polyvalence surtout. C'est même pas tant l'efficacité, j'avoue que j'ai pas regardé celle de Reeves, je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai comparé à Russell, j'entends. Par contre, je le vois beaucoup plus polyvalent et du coup pour moi c'est un profil qui est d'autant plus important que ce soit chez les Lakers ou de manière générale. Et du coup à chaud, j'ai envie de mettre Reeves devant et en même temps vu que j'ai pas fait le comparo, je saurais pas dire. Et les deux par rapport à Mike Conley, au-dessus ou en dessous? Moi je serais tenté au-dessus, ne serait-ce que pour le volume. Moi j'aurais mis un peu au-dessus. Ouais, j'aurais mis un peu au-dessus. Donc on s'arrête à la zone Kate Cunningham, quoi, grosso modo. Ouais, ça me va très bien. Ok, bah faisons ça. Austin Reeves, puis D'Angelo Russell, puis Mike Conley, Vassell, ok. Ils sont en tête de ce groupe de créateurs secondaires. Ok, très bien, ça me va. Et donc, petit quiz, cette fois, tu n'es plus surpris. Nous sommes le 9 mars 2024. Je sais pas, je pense que tu t'en souviens peut-être. C'est un match sans LeBron James contre les Bucks. Et pourtant, nous avons un game winner de Russell contre les Milwaukee Bucks. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce game winner? LeBron n'est pas là. Du coup, je sais pas, Davis, ouais, tout à fait. Reeves. Ouais. Russell. Si je te dis manga. Rui Hachimura, tout à fait, ouais, le japonais. Ok, bien vu, ouais. Et le dernier, quelqu'un qui est arrivé en buyout, qui a fait la misère aux Suns en playoff 2022 avec Dallas. Dinwiddie. Exactement, c'est Dinwiddie qui est sur le terrain, sur ce match-là. Tout à fait. Mais en fait, tu m'aurais pas dit par rapport au Sun, j'aurais même pas trouvé. Qu'est-ce qu'il foutait sur le terrain à ce moment-là? Ok, très bien. Et du coup, de l'autre côté, je sais pas, le classique. Classique. Lillard. Ouais. Giannis. Le G, ouais, tout à fait. Brook Lopez. Portis. Il n'y a pas Portis. Crowder. Il y a un shooter, il n'y a pas Crowder non plus, il y a un shooter qui d'ailleurs était aux Lakers l'an passé, mais qui n'a pas joué du tout aux Lakers et qui s'est fait signer, qui a été titulaire chez les Bucks toute la saison. Est-ce que tu te souviens de qui était le rival de Derrick Rose à la draft 2008 ou pas? Le numéro 2. Deuxième choix à la draft 2008 à Miami. Beasley. Exactement, Beasley. Ouais, bien vu. Ah oui. Pas Michael, mais Malik. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Le dernier, c'est un ancien des Blazers. C'est un arrière défensif assez explosif, ancien joueur de baseball. Wait, what? Attends. Qui a joué avec Lillard à Portland d'ailleurs, qui est venu aux Bucks, assez explosif. Pat? Exactement, Pat Connaughton, ouais, tout à fait. Pat Connaughton, exactement. Et donc c'est un match que les Lakers ont volé face aux Bucks sans LeBron.
Et donc on peut avancer. Tiens, passons sur Duncan Robinson. On peut aller sur lui que tu connais bien. 28 minutes par match en moyenne pour Robinson, 68 matchs cette année, plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, donc très bon score, plus 6%, sur un volume de 20%, 19-20, donc on est pas mal. Pour te lancer, c'est vrai qu'on est quand même sur une saison du rebond après 2023 où il avait un peu perdu sa place en cours d'année. C'est clair. Rapidement pour le petit retour par rapport à sa saison d'avant, déjà moi ça me frustrait trop. Enfin en fait, autant ça me frustrait trop, autant ça ne m'inquiétait pas, dans le sens où pour moi un joueur comme lui, que ce soit par rapport à son pourcentage et sa capacité de shoot, mais aussi par rapport à sa compréhension du basket offensif, donc ça veut dire ses placements, ça veut dire ses cuts, ça veut dire son off-ball et tout. Je me suis toujours dit qu'il rebondit, enfin, franchement, il reviendrait, peut-être pas au niveau qu'il avait déjà eu, mais en fait, il retrouverait une place en NBA, que ça soit chez nous ou autre part, en espérant que ça soit chez nous, bien sûr. Mais du coup, ça fait très plaisir, déjà, de l'avoir eu, de l'avoir eu dans un rôle assez intéressant pendant les playoffs de l'année précédente, et qu'il ait retrouvé sa place et son niveau cette année. Moi, D-Rob, en fait, je vais probablement le surcoter surcoter. J'aime pas le mot et j'imagine que toi non plus, mais le surévaluer par rapport à ce que les gens auraient probablement mis sur ce classement. Mais vraiment, pour l'avoir vu sur quasiment tous les matchs de cette saison, je le trouve trop fort. Mais enfin, il y a un côté où je pense que les gens, et peut-être même à Miami non plus, réalisent pas à quel point aujourd'hui, l'attaque, elle passe, enfin, en fait, le jeu offensif de Miami, c'est lui. Ouais, c'est un vrai créateur, en fait. Mais ouais, en fait, que ça soit balle en main ou pas, d'ailleurs, cette année, on l'a beaucoup plus vu balle en main, et ça, c'est super important, / intéressant, que ce soit pour des pick and roll avec Bam, que ce soit juste pour poser un dribble et aller au panier. Il commence à le faire beaucoup plus, oui. Il commence à avoir plus l'habitude et tout ça. Et il y a quelques jours, il était dans un podcast avec, un podcast du Heat, justement, avec, Ethan et d'autres insiders, et sur le podcast, il disait que c'est lui qui a le plus d'ancienneté en fait actuellement au Heat avec Bam, justement parce que Bam a été drafté. Et en fait vraiment en l'écoutant, non seulement je me disais ah putain c'est cool, ça fait longtemps qu'il est là, mais je trouve que vraiment ça se sent en fait dans le jeu, dans sa compréhension du système offensif, dans sa compréhension de ce qu'il est censé faire, dans son placement sur le terrain et dans sa capacité à changer le cours du jeu. Vraiment bah tu sais il y a souvent des comparaisons avec Hero parce que Hero a plus de talent offensif, ce genre de choses et tout ça et encore enfin pour moi aujourd'hui en termes d'importance t'as Butler quand il joue, t'as Bam naturellement et après t'as D-Rob et c'est pas si éloigné. Enfin vraiment il y a un côté, il faut le voir pour entre guillemets, enfin il faut le regarder jouer pour le comprendre et ne pas regarder uniquement son placement, mais d'une certaine manière. Et je compare pas leur niveau de jeu respectif, mais quand tu voyais ce que Klay Thompson était capable de faire à Golden State il y a quelques années, et bah dans l'impact et dans l'importance au Heat, Duncan Robinson c'est la même chose. Genre vraiment, il y a un côté, surtout avec le développement qu'il commence à avoir, balle en main, off-ball, et comme on disait tout à l'heure par rapport à D'Lo, maintenant, D-Rob, c'est plus un problème défensivement. Il y a quelques années, bon, il était pas bon, ensuite il a commencé à devenir pas trop mauvais, mais il avait encore les arbitres n'avaient pas trop à la bonne, ou alors en tout cas il provoquait encore trop de fautes, où il en prenait dès qu'il touchait la main de quelqu'un parce qu'on considérait qu'il y avait forcément faute. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en fait, vraiment, ça veut dire que quand il est en défense, bah du coup t'as pas peur, ou en tout cas t'es pas en mode c'est un problème. Le problème il viendra plutôt du côté de Hero ou quoi que ce soit. Et offensivement, quand il est pas sur le terrain, mais fallait voir cette année pour le Heat, d'ailleurs même sur les années précédentes, c'est des purges. Hein. Quand il est pas là pour mettre du rythme, quand il est pas là pour créer du mouvement, quand il est pas là pour porter ou poser la balle au sol, c'est vraiment une purge. Surtout quand Butler n'est pas sur le terrain non plus. Donc vraiment, je trouve que sa saison, bah il a été dans le classement MIP, je crois, je sais pas, il a été combien, on s'en fiche, mais ça illustre son rebond effectivement. Mais je trouve que au-delà de ça, déjà il est revenu à un pourcentage aussi bien global que à 3 points qui est archi intéressant pour son volume, pour les shoots qu'il prend aussi. Je crois qu'il doit être autour de 40% avec beaucoup de tentatives aussi. Rien que ça, par essence, c'est une force exceptionnelle, mais en plus, la manière dont il les prend, l'impact que ça a sur le hit, la manière dont il est capable de débloquer une offense, vraiment, moi, je l'ai trouvé archi bon cette année. Ben ouais, et puis c'est... Comme dit, on s'en rend pas compte, mais il partait d'assez bas par rapport à l'an passé, quoi. C'est clair. C'est-à-dire que l'an passé, concrètement, les chiffres, alors en playoff, ça ira mieux, mais en cours d'année, c'est la moitié des matchs, 42 matchs, quasiment pas de titularisation, et surtout 16 minutes par match. Et là, on est remonté à, il joue quasiment tout le temps, et 28 minutes par match, donc un vrai temps de jeu de titulaire, quoi, grosso modo, ou de mecs qui sortent du banc, mais à énorme minutage, quoi. C'est un peu comme Ginobili ou des mecs comme ça à l'époque, ou voilà, Harden aussi, il était pas titulaire de facto, mais il avait un gros minutage. Mais voilà, le rebond est hyper appréciable, et je pense que
on l'avait un peu commencé à le voir l'an dernier en finale en fait, et même en playoff. C'est clair. Mais tu vois, en finale, on l'avait bien détaillé tactiquement avec images et tout, et on se faisait les matchs petit à petit, et on voyait que en fait, c'est un des seuls à être capable de créer du décalage dans une attaque, dans la défense pour l'attaque pardon, et contre la défense de Denver. Pourquoi ? Parce que il a porté ce mouvement, et c'était le seul qui forçait un peu, qui obligeait Jokic à monter sur les écrans, parce que sinon c'était on reste bas sur les écrans, on est en contrôle, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là où je pense que les gens sous-estiment un peu les créateurs un peu indirects. C'est-à-dire pas les créateurs balle en main, pick and roll classique, mais parfois les gens qui sont capables de créer de l'attaque un peu sur le jeu sans ballon. Et pour moi, c'est un des meilleurs de NBA qu'on ait, au-delà du fait qu'en plus, le tir à 3 points est revenu. Sa carrière est un peu bizarre par rapport aux 3 points. Il y a des pannes parfois assez énormes. Ouais. C'est incompréhensible alors qu'il commence sa carrière, grosso modo, en 2020, il fait un 44% à 3 points qui a quasiment 45. C'était complètement lunaire. Ouais, tu te dis zone Stephen Curry, Kyle Korver, tu te dis d'accord. C'est clair. Bon bref, là il est remonté à 40%, alors que tu vois l'an dernier 32-33, bon ok. Là donc il y a la menace au shoot, mais surtout, je sais pas ce que t'en penses, et t'as un peu commencé à en parler, mais l'acquisition d'un passing aussi, qui fait du bien, parce que maintenant qu'il y a cette dangerosité sur les sorties d'écran et qu'il y a deux qui montent sur le ballon sur lui, en fait il est capable de faire la passe, et donc c'est pas juste je crée le décalage, mais c'est aussi je suis capable d'exploiter. Et en plus, enfin vraiment, il y a un côté... il fait des bonnes passes. Enfin, tu vois, c'est pas juste, entre guillemets, il se débarrasse du ballon, chose qui aurait de toute façon pu être un minimum intéressant parce qu'à côté, t'as des joueurs qui vont se retrouver libérés quoi qu'il arrive. Mais comme t'as dit avant, déjà, ça fait partie des seuls héros, il a commencé à le faire un peu l'année dernière, mais là, il va falloir qu'il le fasse plus, mais ça fait partie des seuls qui shift une défense. Enfin, Butler, il a un peu ce côté, il est trop fort, et encore une fois, tout le monde sait ce que je pense du joueur, ou en tout cas, vous allez bien le savoir, mais il part souvent, en tout cas, avec le hit, ça lui arrive souvent de partir statique parce qu'on part du principe que le jeu doit partir de lui. C'est lui qui va avoir la balle en main au départ, donc il va être arrêté. Ensuite, il va y aller de l'épaule. Je tire un peu le trait, mais voilà. Bam, il va arriver, il va poser son écran et ensuite il va roll. Maintenant, il commence à prendre des mid-range, mais il n'empêche que il n'y a pas tant de mouvements que ça. Hero, bon pareil, lui il prend la balle, enfin il a pas assez joué off-ball comparé au niveau qu'il est censé ou qu'il pourrait avoir sur ce truc-là. Robinson, il est tout le temps en train de bouger, mais vraiment. Et du coup il y a un truc de quand tu vois à quel point l'attaque du hit elle peut être stérile à cause de tout ce qu'on vient de citer. Avoir un joueur comme ça, déjà c'est trop précieux, surtout quand il shoot avec les pourcentages qu'il a pu avoir cette année, et que maintenant le fait que maintenant il soit capable de faire des bonnes passes, qu'il soit capable de ressortir sur Bam, qu'il soit capable de ressortir sur Hero, qu'il soit capable de créer des pick and roll lui-même en posant le ballon et en allant chercher l'écran de Bam pour le resservir sur le lob ou alors à terre, vraiment, en fait, je le dis sans ironie, cette année, et c'est aussi le cas avec Jaquez, parce que Jaquez aussi bouge beaucoup, il fait des bonnes passes et tout, mais cette année, tu prends les moments du hit où Duncan ou alors Jaquez sont sur les terrains et les moments où ils le sont pas, c'est une équipe différente. Et en tant que spectateur ou en tant que fan de basket ou du hit de manière générale, tu passes d'un basket appréciable à un basket purge. Et vraiment, je le dis comme je le pense. Et je le dis comme je pense parce que j'ai dû me taper les 82 matchs de cette équipe de cons. Tu vois, donc vraiment, il y a un côté... tu vois visuellement à quel point c'est pas la même équipe. Et du coup, quand tu dis, et d'ailleurs on en avait parlé même avec le hit, enfin avec les fans du hit ou alors sur les réseaux, peu importe, mais vraiment, il joue 28 minutes, il y avait des moments où en fait je voulais juste qu'il joue plus et pas en mode oui, il faut juste qu'il joue plus pour le principe. Juste parce que pour le reste du temps, en fait, tu t'as envie de mourir en regardant cette équipe. Et du coup, quand t'as un joueur qui est capable de mettre un minimum de mouvement, certes, tu peux pas lui aller le chercher pendant 44 minutes, mais en fait, vraiment, tu sens trop la différence. Et ça a fait un bien fou. Enfin, ils sont pas allés aussi loin qu'ils auraient espéré qu'ils auraient espéré aller, donc c'est limité, mais ça a quand même fait un bien fou à cette équipe parce que autrement, tu finis 14e et puis tu vises absolument rien, quoi. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Et bon, il y a plein de chiffres qu'on pourrait citer par rapport, tu vois, les chiffres de passing qui explosent. Alors, pas que les passes par match, mais ne serait-ce que aussi le ratio de playmaking, à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons. Donc, par rapport à son propre jeu, je veux dire, le curseur s'est beaucoup déplacé vers le passing. Bon, un peu de déchet, mais en plus, je veux dire, mais pas non plus des tonnes en plus. Donc, pour le coup, je pense que c'est largement rentable. Et de l'autre côté aussi, un truc assez marquant. Là encore, un pourcentage de panier assisté à 3 points. À peine 68. Donc il a aussi commencé à prendre un peu de pull-up à 3 points. Exactement. Et c'est de la pure création balle en main. On connaissait pas mal cet aspect de création off-ball, mais il y a aussi un peu plus de création balle en main. Je crois qu'on en parlait, je sais plus si c'est hors antenne ou là tout à l'heure, mais la fréquence de tir au panier qui a aussi un peu augmenté. Il va de plus en plus, il fait des drives. Et je pense que tout ça c'est un peu lié. Tu parlais de la défense aussi. Pourquoi est-ce qu'en défense il commence relativement à être viable? Alors c'est pas génial, mais c'est pas mal. C'est parce qu'en fait c'est un mec qui est grand en fait. Et on l'oublie parfois, mais il est hyper grand, il fait 6-7.
c'est clair en fait, et en plus il a une envergure de fou, enfin vraiment ça se voit aussi quand il est sur le terrain, il a des longs bras, enfin tu vois, c'est pas juste qu'il est grand, c'est qu'il y a un côté d'ailleurs ça expliquait aussi que parfois avant il prenait trop de fautes, c'est qu'il laissait trop ses bras trimballer sur le terrain, enfin voilà, donc c'est facile d'aller en provoquer. Maintenant le fait qu'il soit un peu plus, comme tu dis, c'est pas un bon c'est pas un top défenseur ou quoi, mais juste il est viable et tu peux l'avoir sur le terrain sans trembler à chaque possession. Bah déjà ça te permet de l'avoir plus longtemps sur le terrain, et en plus quand il est capable d'aller au panier, quand il est capable, enfin je sais pas, il y a un match, je sais plus face à qui c'est, je saurais pas dire, mais il y a un match où il finit à 11 assists. Enfin je crois que c'est son peut-être carrière high, en tout cas c'est son high de la saison contre les Kings. Et vraiment t'avais un match de ok, l'attaque elle peut passer par lui en fait, et pas en mode playmaker principal que tu vas avoir balle en main tout le temps. Non, mais c'est juste pour dire que vraiment, pour comparer à son année précédente ou même à ses saisons précédentes dans lesquelles il était quand même bon, il y a vraiment un autre joueur aujourd'hui. Et ça se sent, et c'est pour ça que je prenais au départ l'argument du podcast dans lequel il était il y a quelques jours, c'est que tu sens aussi qu'en fait il commence à pas être plus à l'aise, parce qu'il l'a toujours été, mais sa place elle est assise au sein du groupe quoi en fait. Genre maintenant, enfin l'attaque elle passe par lui et c'est ok pour tout le monde, et en fait c'est même plus ok, c'est nécessaire. C'est vrai que d'une part il y a cet aspect de dynamisme que lui apporte et que les autres n'apportent pas autant. On n'a pas parlé, on n'a pas explicité en tout cas, mais le jeu à deux aussi avec Bam Adebayo, les dribble and off, ça marche beaucoup. Ouais, ça c'est... Donc il y a cet aspect de dynamique, mais en plus je pense que la valeur de Robinson cette année elle est aussi dans le fait que Butler veut pas prendre de volume. Non, donc il faut bien qu'il y ait des mecs, des créateurs un peu secondaires qui émergent. C'est clair. Et donc c'est vers à moitié vide, on va en parler, à moitié vide, à moitié plein, mais avec Butler. Mais c'est vrai que Robinson, pour moi, est un peu une des satisfactions de, bah ouais, en fait, il a été passé un peu plus révélateur et ça a marché pas mal, quoi. Alors, je pense pas comme toi, qu'il y a un potentiel génial derrière qui va être l'NBA dans 2 ans, mais pour moi, c'est quand même un peu l'accomplissement de, tu vois, on me parlait de ses débuts. À ses débuts, en fait, le mec, c'est juste un shooter. Et pour moi, on est, ok, il faisait 45% à 3 points en 2020, c'était génialissime. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ça. Mais c'était un joueur très, très différent de celui qu'on a aujourd'hui, quoi. Bien sûr. En plus, avec ce parcours particulier de, ah mince, il y a des saisons, il commence, il fait 30% à 3 points. Ah mince, il joue plus du tout. Et là, d'un coup, il revient. Donc je pense qu'aujourd'hui, un top 100 assez facile, quoi, NBA. Ouais, non, mais, et en plus, comme tu dis, il y a des saisons, ça lui arrive surtout la saison dernière, j'ai envie de dire, où c'était vraiment impactant, mais il y a des saisons où tu vois qu'il shoot pas bien. Ouais. Et en fait, ces saisons-là, elles l'obligent à aller chercher autre chose. L'année dernière, il jouait pas assez pour vraiment, sur le terrain, montrer qu'il avait travaillé sur d'autres choses, mais en fait, sur les rares moments où tu le voyais un peu, même quand il était pas titulaire et qu'il jouait beaucoup moins, tu voyais qu'en fait, le shoot prend pas, il faut aller essayer autre chose. Et donc, t'allais le voir tenter 2-3 drives, ça allait avoir moins d'efficacité que ça n'a eu l'année dernière, mais en fait, tu sens que c'est aussi un joueur qui, et c'est le cas pour la plupart des joueurs, donc c'est pas pour le mettre sur un piédestal ou quoi, mais qui se repose pas sur ses lauriers. Genre, il a vraiment envie de progresser dans plein de choses, et ça se sent, comme tu dis, le joueur qu'il était il y a quelques années, quand il explose et qu'il est à 44% à 3 points, et qu'on le prend pour le renouveau de Curry, c'est pas le joueur qu'il est aujourd'hui, mais le joueur qu'il est aujourd'hui est bien meilleur. Ouais. 2 derniers trucs. Moi, j'ai souvent entendu parler, où est-ce qu'ils vont salary dump Robinson? Bon, certes, le contrat est un peu gros, mais bon, franchement, pour ce type de créateur à 20 millions l'année, pour moi, c'est pas un salary dump, c'est un renfort que j'aimerais bien avoir dans pas mal d'endroits, pour le coup. Donc, mais encore, c'est ça, mais là-dessus, encore, cette année, ça s'est moins entendu parce que vu le niveau qu'il a eu. L'année dernière, on l'entendait beaucoup, et justement, c'est pour ça que je dis, j'ai toujours su qu'il allait rebondir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que Duncan, ça fait vraiment partie des joueurs que j'ai très rarement voulu trade. Tu vois, typiquement, tu sais, il a signé son contrat à peu près en même temps que Bertans, je crois. Peut-être l'année d'avant ou l'année d'après, un truc comme ça. Et perso, j'ai toujours trouvé que le contrat de Robinson se justifiait plus, notamment par rapport à la polyvalence qu'il commençait à apporter. Et du coup, même dans une année où il shoot moins bien, surtout qu'en plus, encore une fois, il jouait pas beaucoup, parce qu'on considérait qu'il y avait quelqu'un qui était potentiellement meilleur devant. Le mec qui était meilleur devant, c'était Max Strus. Enfin, je l'aime bien. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il est aussi archi régulier au shoot. Il avait un pourcentage qui n'a jamais touché ce que Duncan pouvait faire dans des bonnes saisons. Du coup, il y a un côté, Duncan, il peut être cher dans une saison où il réussit pas bien. Sauf que déjà, il n'était pas mis dans les meilleures conditions. Ça, pour moi, ça reste un fait. Et 2, en fait, il suffit qu'il explose. Enfin, même pas qu'il explose, qu'il revienne à ses standards sur une autre année. Et en fait, c'est plus un sujet. C'est plus un débat, pardon. Et l'autre aspect, t'as parlé de ses bras. Il a je suis allé vérifier, 7-1 d'envergure de bras. Mais voilà, c'est complètement dingue, sachant qu'il fait 6-7 ou 6-8 de taille. Effectivement, c'est incroyable, ce bonus de bras. Ouais. Mais tu vois, en fait, et j'avais jamais regardé, mais juste visuellement, ça se voit trop. Ouais, exactement. Tu vois, mais non, mais voilà.
Et donc, classement, où est-ce qu'on se projette, sachant qu'il y a un point de repère intéressant, et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on le met par rapport à lui. On a Tyler Hero qui est 60. Est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous? Ouais, moi je le mets au-dessus. Hein. Moi, surtout pour la saison dernière, moi je le mets au-dessus sans sourciller. Il y a vraiment pas de sujet. Mais en fait, moi après je t'ai dit, c'est limite là-dessus, ça aurait plus de sens que toi tu le places parce que moi je le mets au-dessus de Gilo. Hein. Assez par rapport à la saison qu'il a faite. Et aussi parce que je le regarde plus jouer que j'ai regardé Gilo, donc c'est facile, mais je sais pas trop. Dans ce style-là, un peu, tu vois, on a un Michael Porter Jr. qui est un peu au-dessus, qui est 44, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus d'impact en défense, plus viable, plus de taille, plus de volume. Quoique, il est quand même moins créateur d'attaque en soi, Michael Porter. Ouais. Ça peut être un point de repère, mais mais pour toi, c'est facilement au-dessus de Hero, alors du coup. Ouais, ça c'est pas, enfin, et encore une fois, là c'est parce qu'on parle de ce qu'ils ont apporté l'année dernière, c'est pas une affaire de potentiel. Oui, c'est vrai. Déjà, si on parle en termes de joueurs intrinsèques aujourd'hui, je pense que la question se vaut et je suis même très curieux de voir ce qu'ils vont apporter tous les deux l'année prochaine. Enfin, la comparaison de l'année prochaine, je suis vraiment curieux de la voir. Genre, je serais pas surpris du tout si Duncan continue dans la lignée de ce qu'il a fait l'année dernière, bien sûr, qu'il soit encore meilleur cette année. Franchement, ça me choquerait pas. Notamment parce que je pense que pour Hero, il commence à y avoir un peu un truc de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Dilo. Tu vois, le côté, en fait, au bout d'un moment, t'es un peu le joueur que t'es. Enfin, je pense que Hero, on commence un peu à se diriger vers ça, notamment par rapport au fait qu'il ait du mal à prendre des 3 points, notamment, pas des 3 points, des lancers francs, notamment sur ses drives et tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer comme des certitudes. Il a tout un jeu off-ball à développer qu'il est supposément en train de travailler cette année, donc on va voir ce que ça donne en pratique. Mais pour le reste, le côté on-ball, le côté créateur, je pense qu'il peut le développer, le côté aller au panier et tout, enfin je pense que ça c'est un peu le joueur qu'il est, donc on verra. Mais en tout cas sur l'année dernière, j'ai pas de problème à mettre Dirob devant, je pense, ouais. Après, mais c'est surtout par rapport à l'importance qu'il avait dans le système, tu vois, pas uniquement par rapport à ce qu'ils font en tant que joueur. Ça me va de le mettre au-dessus de Hero, mais sauf qu'au-dessus de Hero, il y a aussi Dante DiVincenzo. Est-ce que j'ai pas trop envie de le mettre au-dessus de DiVincenzo, ou en tout cas pas loin? Ou sinon, on peut le coller pile entre ces deux aussi. Hein. On peut. Ils sont. Ouais, on peut le mettre. Ouais, en fait, s'ils sont collés, ça me va. Ça fait un peu bas par rapport à Russell. C'est ça. En fait, c'est surtout que. Après, je sais pas si j'aurais mis Hero aussi bas par rapport à Russell, mais ça, tu vois, en fait, sinon ça commence à recaler tout le truc. Mais disons que si on prend Hero en tant que point de comparaison, ça me va de le mettre au-dessus. Tu vois, genre 65 du coup, en dessous de DiVincenzo et au-dessus d'Hero, ça me va. On est d'accord que DiVincenzo, c'est aussi un bon point de comparaison par rapport à ça. Ouais, c'est clair. Et puis, il fait une saison de fou aussi. Enfin, il est très, très bon. Mais je te rejoins que là, il y a tout un groupe. Du coup, si on les prend un peu les 5, donc DiVincenzo, Robinson, Hero, Kobe White et Simmons, qui pourraient, tu vois, selon les pondérations de chacun, là, dans le classement, ils sont comme ça. Mais si quelqu'un dit, bah non, mais moi, c'est vrai que je préfère la création à la défense, on peut d'un coup les faire monter de 10 places parce qu'il y a des Kuminga, Jabari Smith, etc. Quoi. Donc, c'est ça. Et puis vraiment, je pense que, encore une fois, avec Robinson, au-delà, parce que l'exercice, c'est quand même de juger leur production de l'année dernière. Au-delà de leur production, j'avoue que Robinson, je suis vachement en train de le juger par rapport au profil et à l'impact qu'il a sur l'équipe. Tu vois, donc c'est pour ça que là, il y a un peu un côté biaisé, pas tant Tu juges les soirées pizza, quoi. Alors déjà, voilà. Non, mais je veux dire, tu vois, il y a un côté il y a un côté biaisé qui n'est pas parce que je kiffe le joueur, un peu comme j'aurais pu le faire avec Bam, par exemple, mais qui est plus par rapport comme tu disais tout à l'heure, faut qu'on commence à beaucoup plus prendre en compte en tant que spectateur de basket le côté gravité off ball, si on a envie de donner un nom un peu générique, quoi. Voilà. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 23 février 2024 et c'est une action défensive marquante, un contre sur Zion Williamson. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs sur le terrain pour ce contre de Robinson sur Zion Williamson, rien que ça? Je me souviens que, enfin, j'ai le contre en tête parce que j'avais screené et je l'avais foutu sur Twitter, je crois. Mais alors pour les joueurs, donc c'est face aux Pels. Du coup, je sais pas, Butler. Butler n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Mais il est jamais sur le terrain, ce type. C'est dramatique. Disons Bam. Bam est là, oui, tout à fait. D-Rob. Ouais. S'il n'y a pas Butler, il y a qui alors? Voilà, exactement, il y a Jacques. Voilà, c'est pour ça. Je sais pas. Hero. Hero n'est pas là, non. On a un traître qui est parti aux Sixers. Qui est parti aux Sixers? Ouais, un traître. Caleb, ce con, j'avais oublié. J'ai entendu qu'il est parti. Oui, c'est voilà, putain, c'est vrai qu'il est parti aux Sixers, quel traître. Après, ils l'ont filé un contrat sympa. Donc, attends, j'ai dit, Raquez. Après, il y a un dernier c'est un mec qui est constitué que de longs bras.
Voilà, son corps entier, c'est des longs bras partout. Ray Smith. Exactement, avec Dave Smith tout en longueur. Voilà, ça, tout en longueur, littéralement. Ouais. Là, et côté Pels, alors on a Zion. Du coup, Zion. McCollum. McCollum n'est pas sur le terrain, c'est un autre petit arrière. Si je te dis l'île au trésor, t'as la référence ou pas? Le capitaine dans l'île au trésor? Non. Alvarado? Non. Sinon, plus facile, le prénom... Hawkins? Exactement. Jordan Hawkins, ouais, tout à ok, fait. ouais. Le capitaine Hawkins de l'île au trésor. Mais... donc attends, Zion, Hawkins. McCollum, tu m'as dit non? McCollum, non. On a un autre défenseur. Attends. Valanciunas? Attends, est-ce qu'il est encore là? Quelqu'un qui aime bien fumer. On aime bien le fumer, lui. De la marijuana. Exactement, et donc? Attends. Et donc? Attends, mais de qui on parle? Un défenseur all defense des Pelicans. Ah, Herbert, waouh, putain, le trou. En fait, j'étais en train de penser à, mais oui, mais j'étais en train de penser à Marie. Du coup, j'étais en train de me dire, mais attends, mais y a pas de nom qui commence comme ça. Non, oui, Herb Jones, ok, excuse-moi, wow. c'est scandaleux. Non, mais en fait, c'est moi, il faut que je sois réactif. Non, donc t'as Herb Jones, Zion. On a un fils d'eux aussi, un papa qui était NBA à Cleveland il y a quelques décennies. Ah, Larry Nance? Exactement, Larry Nance. Et le dernier, je sais pas si tu l'auras, c'est un pivot de Villanova. Enfin, ouais, un pivot de Villanova qui était un petit hipster de OKC qui a pas trop réussi. Non, je crois pas que je l'ai. Attends, j'ai cité. Comment son prénom, il a le nom d'un prophète de la Bible. Son prénom, c'est Jeremiah. Ah, Earl. Enfin, je sais plus. Exactement. Robinson Earl. Robinson Earl, que j'ai appelé pendant 2 ans, je l'appelais Earl Robinson, moi, personnellement. Mais en fait, j'avais le nom, enfin, tu sais, j'avais l'écriture de ma tête, j'avais Jeremiah et un truc au milieu, et j'étais en mode, oui, voilà. Ouais, Robinson Earl. Et donc, avançons au 4e joueur du jour, Jaren Jackson Jr. Nous sommes sur 32 minutes par match cette année pour Jaren Jackson, 66 matchs, moins 5% relatif à la moyenne en termes d'efficacité. Donc, on a une chute, on va en parler, sur 30% d'usage aussi, ça aussi on va en parler. Bah, pour te lancer, c'est vrai qu'on a une saison un peu particulière où, une saison dépeuplée à Memphis, il a été un peu plus testé, mais pour quel résultat alors? Ouais, j'avoue que très franchement, je sais pas quoi en penser. En fait, je sais qu'on a déjà parlé de JJJ et que j'avais dû dire, c'est le genre de joueur, je sais pas si on en a parlé l'année dernière ou l'année d'avant, ou je sais plus dans quel contexte on en a parlé, mais je sais que j'avais dû dire, c'est le genre de joueur où parfois on a tendance à tomber un peu plus amoureux du profil que ce que le joueur est capable de faire réellement. Ouais. Et il est devenu très fort et il est devenu trop fort et c'est pas ça, enfin c'est pas un joueur profil entre guillemets, il a un impact qui est énorme et tout. Cette année, ça aurait pu entre guillemets être une année où justement on appuie sur cet élément de ah bah tu vois bien que quand il a plus d'usage bah en fait c'est compliqué, et en même temps tout a tellement été dépeuplé à Memphis que forcément il a été mis dans des rôles différents, forcément on lui a donné un usage mais il avait pas forcément le soutien nécessaire. Du coup j'avoue que je l'ai un peu regardé de loin sa saison, mais pas de loin en mode je le regardais pas du tout, de loin en mode j'en tire un peu aucune conclusion. Tu vois, même j'aurais pu être assez critique de sa perte d'efficacité et en même temps bah je suis curieux de voir si elle est réelle ou pas. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc de je sais pas dans quelle mesure ces métriques elles sont réelles ou pas. Tu vois, autant sur l'augmentation de sa production brute qui du coup bah n'est pas si efficace ni pertinente que ça. Enfin, je sais pas, je me questionne vrai. En fait, le problème de Jaren Jackson, c'est que je continue de me questionner sur le joueur que c'est vraiment, je crois. Tu vois, j'étais assez, je vais pas dire critique, mais j'étais un peu dubitatif par rapport à son deploy parce que je trouvais qu'il y avait potentiellement d'autres joueurs qui le méritaient, et en même temps, ça reste un excellent défenseur, donc ça c'est pas un sujet. Tu vois, donc il y a des choses sur lesquelles il y a pas de sujet, il y a pas de débat, voilà. Et il y a d'autres éléments sur lesquels, bah en fait, je continue de me poser les questions. En fait, je sais pas. Bah, je te rejoins un peu sur l'aspect théorique, je sais pas, mais plutôt sur l'attaque, moi, pour le coup. Je suis peut-être un peu plus convaincu que toi. Oui, non, ça défense. Non, mais je suis d'accord. Mais oui, moi, je suis un amoureux de Jaren Jackson depuis la draft. Au passage, voilà, on le savait, c'était le 2e meilleur prospect de cette année-là, derrière Luka Doncic, assez, voilà, les mecs un peu pertinents de draft, ils le disaient tous, au passage. Ouais. Mais voilà, il a été drafté 4e, 5e, je sais plus. Mais bref, donc c'est, à l'époque, il y avait aussi cet aspect de la défense qui s'est confirmé, ok, mais il y avait aussi cet aspect un peu potentiel offensif. Tu vois, il y avait le shoot, il y avait le dribble aussi. C'était un mec qui, pour ses mensurations, avait une qualité de dribble, de
flexibilité, de coordination qui était énorme, mais c'était que des flashs. Et à partir de ces flashs, on s'est dit, ah tiens, s'il arrive à le développer à gros volume, ça peut être la licorne en fait, hein, littéralement la licorne. C'est comme ça, ouais, rêvé, quoi. Ouais, exact. Et c'est vrai que pour le coup, l'attaquant est peut-être pas si génial que ça en termes de. C'est peut-être pas. Voilà, ce sera pas un go-to guy. C'est un peu la leçon de cette année. C'est qu'on avait un joueur que je trouve l'an passé était extrêmement intéressant parce que défenseur d'élite et puis un certain apport, on va dire, un certain apport offensif. Là, en fait, il y a un peu la règle du de facto, quoi. Il y a pas de Ja Morant, tout le monde est blessé, il n'y a pas Marcus Smart. Et donc, tu vois, son volume est passé de 22, qui est très, très banal, à 22% d'usage, à quasiment 30%. 30%. La barre des volumes de star, quoi, grosso modo. Ouais. Donc, il a été passé au révélateur de ça. Et sauf qu'en fait, il a pas le jeu pour ça, quoi. Ne serait-ce que au niveau du scoring, il a pas les qualités forcément de création pure. C'est pas d'ailleurs, enfin, c'est un mec qui va pas trop au panier. En termes de auto-création, il peut pas driver au panier aussi bien que d'autres vrais extérieurs ou que des pivots comme Giannis ou des mecs comme ça. Et puis c'est pas un mec non plus hyper voilà, une partie de son efficacité c'était parfois un peu de la finition, donc si tu enlèves un peu des passeurs qui lui donnent des points faciles de finition, bah c'est un peu compliqué. Et puis il y a pas le passing non plus, c'est ça, on le sait depuis toujours, il y a pas trop de passing et c'est un peu étonnant parce que c'est un mec hyper intelligent en défense, donc en général c'est un peu corrélé ça, le QI basket et le passing, et sauf que lui ça se retrouve pas trop, quoi. Donc je pense que c'était un mauvais casting, je sais pas, mais tu vois, dans les faits, moi je crois que je préférais largement la version de l'an passé qui était plus sobre, moins de volume, mais hyper efficace. Alors que cette année, ok, ça a forcé et ça a pris plus de volume, mais pour un résultat qui était largement inefficace. Donc ouais, c'était pas la bonne année, quoi. Je partage tout à fait, et il y a un autre truc aussi qui est un peu corrélé, même si encore une fois ça reste un défenseur d'élite et tout, mais le problème quand t'as un excellent défenseur à qui tu donnes un gros rôle offensif et qu'il ne le entre guillemets concrétise pas, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça impacte sa défense. Tu vois, et ça veut pas dire qu'il va devenir mauvais, mais soit en fait il y a un côté bagage physique qui fait que en fait tu te donnes un peu moins, et ça pour le coup ça peut arriver, enfin c'est normal et c'est humain. Soit il y a un autre truc qui est tout bêtement, tu vois, enfin je sais pas. Si t'es pas placé au même endroit offensivement, en fait ça te permet de revenir en défense différemment. Là, tu tentes de drive, t'es pas efficace, t'as pas la faute, ou en tout cas tu mets pas le panier, et du coup c'est plus compliqué de te replacer de manière intéressante en défense, surtout s'il y a une transition parce que tu joues contre les Kings, j'en sais rien. Et donc en fait le fait d'avoir un rôle, enfin quand tu dis j'ai préféré sa version de l'année précédente, mais je suis carrément d'accord, mais même défensivement, après l'année précédente il a été deployed, donc forcément ça se joue, mais je trouve que même dans la traduction de offense to defense, ou alors dans le sens inverse, en fait ça se sent aussi. Enfin tu vois, il y a un côté le défenseur qui va juste prendre la balle et essayer de faire son coast to coast et qui va le foirer, en fait c'est une opportunité défensive qui du coup n'est pas concrètement traduite. Tu vois, tu vas aller en fait tu vas juste de ton bloc qui aurait pu amener un panier, tu vas avoir un bloc qui amènera un panier raté. C'est tout con, mais c'est des petits trucs comme ça aussi, et je le dis parce que c'était parfois le cas avec ce que Bam pouvait faire. Tu vois, quand Bam il est mis dans je fais le comparo parce qu'on a déjà eu cette discussion et que c'est des profils qui sont assez souvent comparés, mais quand Bam il est pas mis dans le bon rôle offensivement et qu'il en fait trop, alors qu'il en fait trop et mal, et en fait ça peut aussi impacter sa défense. Ça veut pas dire que intrinsèquement ça le rend moins bon, c'est pas le cas du tout. Ça veut juste dire que le basket c'est un sport de rythme et que le terrain il est relativement petit, et donc en fait si t'es mal placé d'un côté du terrain, ça peut vite se ressentir de l'autre côté du terrain, et ça pour le coup ça peut un peu plus me gêner. Oui, ouais, et puis l'an passé l'intérêt du profil c'était un peu le combo de défense élite plus spacing. Ouais, c'est ça aussi. Et le spacing, un peu le côté, tu sais, la valeur structurelle d'avoir un pivot défensif qui peut shooter. Alors, de facto, il joue pas tout le temps pivot parce qu'il joue aussi avec un autre mec, mais un peu le combo protecteur de panier plus exactement. Shoot. Et bon, on continue un peu les montagnes russes, malheureusement, au niveau du 3 points pour lui. Il a fait une grosse saison à 40% en 2020. On s'est dit, ah tiens, il y a un truc. 40% gros volume. Bon, depuis, ça tourne un peu plus autour de la moyenne, donc voilà. Mais cette année, de facto, vu qu'on évalue la performance, 32% sur un volume assez conséquent, voilà, c'est pas top non plus. Et c'était aussi une des valeurs pour moi, c'était cet aspect de pivot qui peut shooter, défendre et shooter, qui est rare et qui a une grosse valeur. Et après voilà, c'est à quel point est-ce que c'est comment dire, la conséquence d'avoir pas de bons passeurs, à quel point, parce que tu vois, tu parlais de le rôle offensif, le fait qu'on augmente le rôle offensif et donc forcément il est un peu moins impliqué en défense ou pas toujours. Bah ouais, mais l'équipe aussi. Enfin, je veux dire, ouais. C'était quel contexte nul. Bon, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut s'en sortir là-dessus. Je pense pas que le niveau intrinsèque ait chuté. Mais tu vois, si on va regarder un peu certains indicateurs de stats un peu défensives,
bah, tu vois que c'est vrai que par exemple l'an dernier c'était un des tout meilleurs protecteurs de panier de NBA en fait en termes notamment de perte d'efficacité infligée au panier. Il était à moins 13, top 3 de NBA, c'est-à-dire que face à lui les adversaires shootaient 13% plus bas que d'habitude autour du panier. Bon, cette année, ça a glissé un peu à moins 8, mais c'est encore un très très bon score. C'est toujours, ouais, non, mais c'est clair. Exactement. Donc, je pense que c'est pas catastrophique. Je pense qu'il faut aussi tenir en compte le contexte. Mais le contexte, ouais, c'est pour ça. Effectivement, l'un dans l'autre, entre plus gros volume mais pas efficace et le côté défensif qui va moins se voir parce que l'équipe était tellement cata, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec Jaren Jackson. Est-ce que tu as des choses à rajouter en plus? Sinon, on peut continuer à faire la transition vers le classement. Ouais, j'étais un peu en train de regarder le classement, mais non, je pense que j'ai rien à rajouter. Je suis assez... comme on disait, pour moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'en tire aucune conclusion. Enfin, à part le côté, pour moi, c'est pas un go-to guy offensif que tu disais. Le reste, j'ai envie de voir ce que ça donnera quand autour de lui, les gens seront un peu en forme, quoi. Ouais. On est d'accord. Et donc, classement, qu'est-ce qu'on fait de son cas? Bah, du coup, je me pose vraiment la question. C'est pas facile. Non. On a Draymond Green qui est 19, je crois. Qui fait pas non plus une grande année. Qui n'est pas, qui fait pas une année spectaculaire. Mais puis, qui peut-être coûte moins de points. En fait, c'est ça, j'ai du mal à le mettre. J'ai du mal à le mettre au-dessus par logique de jeu, quoi. Je pense que j'aurai un point de repère qui est peut-être Karl Anthony Towns. Et ça, c'est sur lui que je suis en train de porter mon regard là tout de suite. Ouais, mais pareil, Maxi, je trouve qu'il fait une bonne saison quand même. Ouais, ce serait devant des Maxey, Derrick White, Ingram, Jaylen Brown, devant des créateurs, mais bon, après on a dit la défense intérieure, elle a pas chuté non plus, quoi. Donc ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, non, mais je suis d'accord. En fait, autour de Towns, soit en dessous de Towns, au-dessus de Maxi, soit en dessous de Maxi, ça me va, je pense. Ou au-dessus de Towns, en dessous de DeRozan. On peut le coller là à Towns, Siakam, Jaren Jackson. Ouais, ça me va. Mais ouais, c'est vrai que l'an dernier il était très haut. Mais c'est clair, c'est normal. Parce que défense élite un peu comme cette année, alors modulo mauvaise équipe, mais la perte de points en attaque est quand même assez je pense qu'il faut quand même le descendre par rapport à l'an passé, par rapport à ça. Et après à quel point est-ce qu'on le descend, c'est un peu la question, quoi, tu vois. Ouais, non, mais autour de Towns ou un peu plus haut. Ah, il y a Jalen Williams qui est 23, j'avais pas vu. Après je vois qu'il y a Wembanyama 10 places plus bas aussi. En fait, c'est la première personne que j'ai regardé en comparaison. Et après, j'ai vu que du coup, Green, il était genre vers la 20e place et tout. Je me suis dit, bon, faut quand même le mettre entre les deux, j'imagine. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça, Wembanyama. Est-ce que c'est pas Wemby qui est un peu bas? Ou est-ce que c'est... Wemby, ça me gêne pas de l'avoir à cette place, mais c'est aussi parce que le côté, il a toute sa vie pour être top 10. C'est bon. Tranquille, ça va le faire. Ouais, et puis Wembanyama, il y a un peu le biais de la mémorescence, la fin de saison je suis d'accord. On avait un peu détaillé quand on l'a classé, on a fait 2 classements. On a fait le classement de fin de saison et je crois qu'il était top 20. On l'a mis top 20. Ce qui s'entend. Top 15. Et après, on a fait le classement de la première partie de l'année, on a fait un peu la moyenne, quoi. Ouais, non, mais pour moi, ça se tient carrément. Non, mais ouais, autour de la 25 par là. Ouais, ok, bon, collons-le, à Towns. Quitte à plus tard remonter Wembanyama et un peu les rapprocher. Mais ok, ça me va. Faisons comme ça. Le cas compliqué de Jaren Jackson. Et donc, petit quiz pour terminer. 19 janvier. Nous sommes le 19 janvier 2024. C'est un dunk sur Rudy Gobert. Un deepoy sur deepoy et kické sur le terrain au moment de ce poster dunk de Jaren Jackson sur Rudy Gobert. Et bonne chance pour Memphis. Alors, mais en fait, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, alors. On va commencer par Minnesota, hein. Ouais, classique. Peut-être mieux, du coup, Towns. Ouais. Gobert. Oui. Edwards. Oui. Conley. Je sais pas. Conley est là, ouais, tout à fait. Reed. Non. Juste le classique. McDaniels. Exactement, McDaniels. Ouais. Donc ça, c'était facile. Ouais. Et maintenant. on est quand 19 janvier, ça veut dire que là, tout le monde est déjà blessé, t'as dit. Enfin. Ouais, exactement. Ouais. Waouh. Bon, alors, Jaren Jackson. Jaren Jackson, ok. Et ensuite, comment changer d'indice? Bon, dans une mare, dans un étang, il y a des oiseaux qui viennent manger du pain. Tu sais, quand tu peux leur donner. Ouais, ouais. C'est quoi l'animal? Des canards. Ah, Kennard. C'est Luke Kennard, effectivement. Ah, tout à fait. Putain. Je suis en train de dire, tout à fait. Tu sais, en plus, j'essaie de traduire, je me disais, mais il n'y a pas de duck. Ah, mais puis c'est pourquoi il parle. Waouh, oh putain, ouais, non, mais d'accord. On a un mec, dans les concerts, c'est ceux qui portent les équipements et qui installent les baffles,
Ça te dit rien, ça? Alors attends, non, j'ai pas là en question, mais Tillman. Tillman est là, tout à fait, ouais. Tillman est là, vu que Adam s'est blessé. Exactement, ouais. Tillman est là. On a un très jeune aussi, un très très jeune. Un ailier très jeune qui est de la fratrie de Janet et Michael. Ah oui, Junior Williams. Non, l'autre, justement. C'est pas Vince Williams, c'est l'autre. C'est le même nom que l'entraîneur des Bulls, c'était Lakers, qui fait du yoga, tu sais, là. Enfin, du yoga. Qui fumait des pètes, mais dans le livre, dans la biographie, on dit que c'est du yoga. Attends, de qui on parle? Comment il s'appelle, l'entraîneur de Michael Jordan et Kobe? Jackson. C'est un Jackson, c'est Grégory. Non. Si. Oui. Non. Si, c'est lui. C'est Grégory. Oui, Grégory Jackson. C'est J.J. Jackson, ouais, tout à fait. Ouais. Putain, waouh. J.J. Jackson. Exactement. Attends, du coup, alors j'ai dit Kennard, Jackson, Tillman, Jaren Jackson aussi. Jaren. Aldama. Non, ça te dit rien les mecs qui bougent les équipements sur les concerts? Non. J'ai pas le mot, je crois. T'as pas la référence? Non. C'est un mec qui a été échangé à Phoenix en cours d'année, qui était un ailier mais un peu carré, un ailier, un poste 3 très carré. Ah, Roddy. David Roddy, exactement. Ouais, putain, exact. Il a été 30. Ah oui, c'est vrai. Ça te dit rien, ça, les Roddy sur un concert, c'est les mecs qui portent les noms. Ouais, j'avais pas du tout le mot. Enfin, non. Et donc on avance, 5e et dernier joueur du jour, c'est Jimmy Butler, évidemment. 34 minutes par match pour Butler, 60 matchs, plus 8% d'efficacité relative à la moyenne sur 23% d'usage. C'est le seul truc qui est pas bien, c'est le volume, on va en parler. Donc voilà, sur ma fiche, il y a marqué lancer Sam et aller faire un café. Voilà, je te lance. Allez, à plus tard. Non, je saurais pas comment le placer cette année, parce que encore une fois, pour moi, Butler, c'est un peu... comme on pouvait citer Kawhi il y a quelques années, c'est quand il joue, il est trop fort, mais faut qu'il joue et qu'il ait envie de jouer à fond. Et le problème avec lui, c'est que maintenant, il commence à avoir il sortait d'une top saison où il avait vraiment été, enfin, je sais pas, il avait été NBA second team, je crois. Il était top, bon, ça veut rien dire top 10 MVP, mais il était dans le top 10 parce que vraiment, il est sorti d'une bonne saison. Et ses playoffs, on va pas en reparler parce je l'ai déjà assez fait, mais donc il sortait d'une grosse saison. Et, en fait, il commence à être dans le cas où, il se dit, il faut que je m'économise pendant la saison régulière pour être bon pendant les playoffs. Sauf que si tu te blesses, en fait, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est d'ailleurs ce que les coachs et ce que Riley lui a dit aussi, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je veux bien le côté faire le pari de pas trop jouer pendant la saison régulière, et quand ça passe, typiquement l'année précédente, c'est cool. Sauf que si ça passe pas, en fait, t'as une saison quasiment blanche. Et ta saison, elle est pas blanche, comme tu viens de le dire, en termes d'efficacité, en termes de rendu, en termes de rendement et en termes de niveau de jeu. Il est toujours très fort. Mais en réalité, quand du coup t'es là sur, je sais pas combien de matchs il a fait cette saison, il a dû en faire quand même pas 60. Mal, mais ouais, ok, d'accord. Mais la moitié des matchs, du coup, comme tu dis, en termes de volume, il a pas envie, et en plus, c'est pas toujours qu'il a pas envie, mais c'est que il a envie de développer les autres et de leur permettre d'eux, donc il donne beaucoup de ballons à Raquez et beaucoup de ballons à Hero et beaucoup de ballons à J-Rob. En fait, il y a un côté très frustrant. Et en même temps, d'un point de vue fan de Miami, là, du coup, j'entends, limite j'ai pas envie qu'il joue plus qu'il donne beaucoup plus d'intensité pendant la saison, parce que du coup sinon ça va lui porter préjudice en playoff. Du coup c'est toujours un peu une espèce t'as envie que le reste de l'équipe soit au niveau pour pouvoir le tenir toute la saison et qu'il puisse jouer en playoff. Et c'est un peu ce qui se passait cette saison, parce qu'en réalité il se donnait pas à fond, que ce soit en termes de volume, en termes de minutes par match, en termes d'intensité, en termes de drive et tout, tu le voyais. Et en fait le problème c'est qu'il se blesse au match du play-in. Et donc, ok, c'est très cool, tu t'es économisé, mais tu t'es quand même blessé au moment où on avait besoin de toi. Du coup, ça reste quand même particulièrement frustrant. Maintenant, en termes encore une fois, c'est pas le débat et c'est pas l'exercice, mais intrinsèquement, pour moi, le joueur reste juste beaucoup trop fort. Non, mais c'est l'exercice en un sens, parce que il est trop fort, mais maintenant il faut appliquer alors de facto il a fait quoi, mais il faut le baisser par rapport à l'intrinsèque, quoi, en un sens, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, je me dis, intrinsèquement, si on repense que ça soit la saison précédente ou alors où est-ce qu'on le place, personnellement, moi j'ai toujours fait partie des gens qui comprenaient la comparaison avec Lillard et qui disaient qu'en fait selon les saisons et même globalement, je pouvais facilement le mettre au-dessus parce que défensivement, pour moi, il fait partie des tout meilleurs, pour moi, il fait partie des tout meilleurs de la ligue, et que même offensivement, que ce soit on-ball ou off-ball, il a des qualités de jeu qui sont juste phénoménales.
Donc en fait, dans une année normale, dans un moment, enfin dans une année où il joue relativement normalement, je le mets dans ces conditions-là. Et après pareil, là cette année, Lillard il fait une saison un peu moins bien et il est 14e. Donc tu vois, il y a un peu ce truc-là. Sur son rendement sur l'année, bah ouais, en fait, t'as un type qui shoot moins que Tyler Hero et que je sais pas qui. Enfin, tu vois. Bah oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est aussi la force, la grande force du profil de Butler, c'est sa polyvalence extrême, je trouve. Ouais, c'est clair. Et un aspect de comparé à d'autres, il va pas du tout vampiriser le jeu. Mais même, tu vois, même par rapport à un Tatum qui non plus ne vampirise pas le jeu, il y a une notion de polyvalence encore plus grande, de jouer on-ball, de jouer off-ball, de faire des cuts, de faire des post-up, de faire des drives, de faire des pick and roll, de faire isolation, de faire à peu près n'importe quoi. Et donc ça, pour moi, c'est ce qui a toujours été sa grande force, c'est qu'en fait, paradoxalement, alors qu'il a pas de 3 points, de catch and shoot à 3 points de très haut niveau, c'est un mec que tu peux mettre à côté de n'importe qui, n'importe quelle autre star, et ça colle, quoi. Donc c'est un peu le secret du profil de Butler, c'est que il y a ce côté polyvalence, en plus avec, bon, on le répète pas, mais plus 8% d'efficacité relatif à la moyenne, c'est un truc de dingue, hein. C'est niveau Kawhi Leonard et Durant cette année, c'est plus que Tatum, plus que Mitchell, plus que Booker, plus que Edwards, plus que, enfin bref, c'est un niveau incroyable. Mais oui, mais c'est juste, je te coupe là-dessus, pour reprendre ce point-là, il y a ça a souvent été le cas, tu sais, il y a 3 joueurs qu'on a souvent comparés dans leur carrière, t'avais Kawhi, Paul George et Butler. Et un des trucs qu'on disait souvent par rapport à Paul George, c'était, ouais, Paul George, il est plug and play parce qu'il a du shoot et on peut le mettre partout et du coup, off-ball, il est meilleur. Mais pas du tout, en fait. Enfin, genre, pour reprendre ton truc là, Butler, toute sa carrière, son niveau off-ball, il a toujours été excellent. Mais parce que il sait trop bien cut, parce qu'il sait trop bien se placer, parce qu'il sait trop bien finir en lob. Tu sais, enfin, même quand il était au Bulls, c'était tout le temps le cas et ça a été le cas, il était tout, mais, tu sais, il y a un truc il comprend trop bien le basket. Du coup, tu peux le mettre à côté de n'importe qui. Et tout à l'heure, on parlait de Duncan Robinson. L'émergence de Duncan Robinson, elle passe aussi un peu par là. Elle passe aussi par le fait que Butler, il soit capable de laisser le ballon et qu'il soit capable de trouver une autre position. Bon. Le shoot de Butler, on y croit pas. Personnellement, j'y crois pas toujours, mais là, on est sur une saison où, sur un très petit volume, il était quand même à 41% à 3 points. Donc, en fait, c'est très petit volume, mais ça sert quand même à pouvoir libérer d'autres aspects du jeu par moment, et ça rend le truc super utile. Pareil, le niveau de Jacques, il est aussi lié en partie à ça. C'est parce que t'as un mec à côté qui est capable de donner des bons ballons, qui est capable de s'écarper au bon moment. Butler, pour moi, reste, même s'il a pas un volume de fou, reste un très bon passeur. Dans le jeu, dans l'action, en truc et tout. Enfin, ça a toujours été quelque chose de très fort. Du coup, vraiment, si on prend les compétences et même l'année dernière sur le petit volume et la petite intensité, entre guillemets, qu'il a mis dans le jeu, et bah, c'est ce que tu dis par rapport à l'efficacité. En pratique, ça reste quand même une bonne saison. Enfin, tu vois, il y a un truc il fait 60 matchs. Bon, 60 bien sûr, matchs, oui. ok, on aurait aimé qu'il en fasse. Et encore, est-ce que j'aurais aimé qu'il en fasse 10 de plus? Non, j'aurais juste aimé qu'il en fasse 6 de plus en playoff. C'est tout. Tu vois, c'est pas tant par rapport à ça. Ouais, ou le même nombre de matchs avec un volume plus gros aussi. Mais non, mais tu vois, on avait parlé avec Simon dans les bilans 2024 qu'on a fait. Je crois qu'on avait fait ressortir un filtrage du genre si tu combines efficacité, passing et propreté au turnover, en gros il y a que lui, Kawhi et SGA qui répondent aux critères. Sauf que lui, il a un volume qui est ridicule. Et c'est. Mais tu vois, tu parlais aussi au-delà de la dichotomie on et off ball, qui est vrai, hein, mais même par rapport à ça, en fait, je trouve qu'il y a une polyvalence dans l'utilisation on-ball. Tu vois, ne serait-ce que par rapport à un Paul George, comme tu dis, ou des mecs comme ça, bah ça va être un peu tout le temps pick and roll ou isolation. Butler, je pense qu'il y a une panoplie bien plus grande de même on-ball de comment tu peux l'utiliser. Donc, tu vois, tactiquement, c'est aussi un atout assez incroyable. Donc, il y a ça, il y a l'efficacité. Et presque le seul reproche qu'on lui peut faire, c'est pas ah tiens, tu passes pas assez, ah tiens, t'es pas assez efficace, c'est pourquoi t'es pas plus utilisé, quoi. Mais non, mais en fait, c'est même l'impression visuelle que t'as quand tu le regardes. Bah ouais. C'est en mode, il y a chaque possession où il a pas envie. C'est pas si, c'est vraiment juste, il est en mode, tiens, vas-y, héros, fais ton truc. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours, il en parle souvent et tu le vois même avec l'explosion des joueurs chaque année quand il y a des rookies ou quand il y a des nouveaux. Il y a une partie de ça qui est vraiment l'envie de faire développer les autres, et ça, je trouve ça génial, et ça, c'est vraiment de l'intangible, et c'est en partie pour ça que j'aime le joueur, mais c'est le côté un peu leader d'équipe. C'est pour ça que quand Hero est arrivé, bah, sa première année, et ce qu'il fait face à Boston et tout, ça vient en partie de là. C'est pour ça que quand D-Rob est bon, et bah, ça marche trop bien. C'est pour ça que quand Max Strus arrive l'année dernière, il est hyper hypé par Butler, et c'est pour ça que cette année, Jacques, c'est pareil. Tu vois, donc, je trouve que vraiment, autant, c'est parfois frustrant, parce que, en fait, c'est un top player et t'as envie qu'il joue comme tel, autant, le niveau des autres, même s'il n'est pas toujours au niveau auquel tu l'attends, eh ben, c'est quand même en grande partie grâce à sa capacité ou sa volonté de déférer aux autres. Et en même temps, bah c'est vrai que par rapport à l'équipe, en fait, il y a des moments où en fait faut faire des choix. C'est soit, et après tu choisis pas d'être blessé bien sûr, mais c'est soit tu continues de déférer tout le temps,
Et donc, dans ce cas-là, tu t'assures d'être là au moment où il faut. Et certes, tu ne choisis pas, mais la réalité des choses, c'est que du coup, bah, à la fin de la saison ou en début d'année, quand on fait ce podcast, bah, du coup, t'étais blessé au moment où il fallait que tu sois là. Soit c'est, bah, en fait, t'acceptes que certains moments dans la saison régulière, tu vas porter le ballon plus que de raison ou plus que nécessaire, enfin, plus que tu le voudrais, entre guillemets, pour t'assurer un spot qui, plutôt que de finir 8e ou dans le play-in, bah, te permet d'être 6e, 5e, enfin, là, encore une fois, on finit 8e, mais c'est à 1, ou 7e, je sais plus combien on finit, et c'est à une victoire près. Et c'est un match de plus où tu shootes 20 fois plutôt que 13. Parce que 13, tu vois, 13, c'est pas possible de shooter 13 fois par match, en fait, t'es pas DiVincenzo. Enfin, tu vois, genre, j'aime, tu vois, c'est genre, est-ce que ça veut dire que 2 ou 3 matchs dans la saison, parce que, en réalité, c'est pas un défaut pur en tant que joueur. Par contre, ça en devient un potentiel défaut par rapport à la construction d'équipe. Tu vois, il y a des moments où, en fait, en février, quand tu vas perdre face à Washington, bah là, c'est un réel problème que t'aies shooté que 12 fois. Même si t'as une efficacité qui a été énorme et que du coup, t'es allé sur la ligne 7 fois, et bah oui, d'accord, mais en fait, sur ce match-là, tout comme Curry, il y a des moments où, en février, il va mettre 49 points, alors qu'en fait, ça sert à rien, en théorie, et bah, il y a des moments où, en fait, en tant que top player, tu dois le faire. Et c'est tout con, c'est très con parce que c'est différent du niveau intrinsèque que tu peux avoir et tout, mais c'est une affaire de assumer le rôle que t'as en fait. Et ça, il y a des moments où effectivement ça pêche un peu. Ou alors ça aurait pas été problématique si t'avais Lillard à côté ou d'autres gros créateurs. Ouais, c'est ça. Ou alors si Bam ça pouvait être le joueur que, enfin si Bam était un joueur offensif à la je sais pas, bon, pas à la Jokic, mais en termes de capacité de créer le jeu par lui-même, si Bam était ce joueur-là, ok, soit. Si Bam le devient par la suite, ok, soit. Mais en fait, tant que t'es le meilleur joueur de l'équipe, mec, c'est toi le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, c'est comme ça, et ça restera. Tu sais, et puis en plus, c'est marrant parce que c'est toujours le cas tous les ans dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, même quand il était à Minnesota à côté de Towns et Wiggins, il a toujours ce truc de, quand il était chez les Bulls, ah non, la star de l'équipe et le meilleur joueur, c'est Rose. Ouais, soit, sauf que sur la fin de ta carrière chez les Bulls, en fait, mec, c'est à voir. Quand il est chez les Wolves, ouais, Wiggins a infiniment plus de talent que moi, et Towns aussi. Mais Towns c'est trop soft et Wiggins a pas trop. Ouais, mec, mais en pratique, c'est grâce à toi que vous allez en playoff pour la première fois depuis 20 ans, donc. Non, pas tant que ça. Ouais. Et quand il est là, il est en permanence en train de dire, ouais, l'équipe, elle tourne autour de Bam et c'est grâce à Bam. Ouais, défensivement, ça s'entend. Et encore, ton rôle défensif, il est quasiment aussi important. Mais en fait, il faut juste que, c'est pas que t'assumes, parce qu'en pratique, il le sait, et en playoff, il le fait. Donc c'est pas qu'il le sait pas, mais c'est juste, il y a des moments, même si c'est un marathon et que c'est une saison régulière, ouais, il y a des moments où il faut le faire. C'est comme ça, c'est ce qu'implique ton contrat. Et en l'occurrence, c'est ce que lui a dit, Riley, par exemple, si on veut vraiment faire un peu de la, il lui a dit, oui, c'est très sympathique, t'es très fort, et quand on a besoin de toi, dans les bons moments, si t'es pas blessé, tu te donnes à fond. Ok, certes. Mais en fait, on te paye comme on te paye comme la superstar que tu es. Bah, du coup, ça nécessite que par moment, à moins que tu sois blessé, et c'est pas le cas en saison régulière, c'est surtout de la flemme, ce que je peux plus ou moins concevoir, et il faut y aller un peu plus franchement, et un peu plus franco. Mais c'est à la fois, ça a toujours été sa force, cette polyvalence de pas trop vampiriser le jeu, mais de l'autre côté, je trouve que c'est un peu peut-être la première année où il pousse le curseur un peu trop loin, quoi. Je suis d'accord. Tu vois, parce qu'on aime bien, mais là, c'est peut-être, en fait, vu le contexte, comme tu as dit, il y aurait eu besoin de plus, et peut-être ce côté, non, mais je peux aussi évoluer sans ballon, vous inquiétez pas, je fais pas, il y a pas tout qui va tourner autour de moi. Oui, mais peut-être que cette année, on aurait voulu peut-être un peu plus, ou en tout cas, pas autant, pas aussi peu, quoi, pour le coup. Mais après, la conversation de son volume est assez compliquée. C'est un cas atypique, hein. Il a jamais eu des volumes incroyables, hein, tu vois. C'était un peu d'ailleurs l'interrogation quand il arrive à Miami, un peu comme la star un peu seule, c'est qu'on se dit, mais c'est un joueur fantastique, mais sauf qu'il avait jamais eu des gros volumes, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, tu prends un peu le côté Sixers, la fin de saison aux Sixers, il est à 23% d'usage, ce qui est loin des trucs de star. Mais pourquoi? Parce qu'il y a Embiid à côté, parce qu'il y a Ben Simmons à côté, donc ça se comprend. Là, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un peu dommage, parce que voilà, comme je te dis, tu fais des filtrages dans tous les sens, tu regardes efficacité au tir, on l'a déjà dit, enfin, au niveau de la production des points, quoi, point par tir, c'est incroyable. Au niveau des turnovers, c'est incroyable aussi, mais moins de 9% de turnover percentage. Pour un mec qui fait beaucoup de passes, c'est extrêmement propre. Et puis c'est aussi un des meilleurs provocateurs de fautes de toute la NBA. Il a des scores de pivot, en fait, hein. Il fait les mêmes scores de provocation de fautes que des pivots qui font des dunks autour du panier. Donc c'est très frustrant. Encore, on n'a même pas parlé de la défense, mais qui est encore au niveau de très haut niveau, on et off ball, etc. Y a-t-il besoin d'expliciter le QI basket un peu génie en un sens de ce côté anticipation, instinct géniaux plus polyvalence on ball. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une frustration, parce que tu vois, ce mec-là, avec cette production, tu me le mets à 30% d'usage, je suis pas sûr qu'il soit loin du top 5, en fait, hein.
Mais en fait, c'est ça aussi qui est dommage entre guillemets, c'est que ça fait partie des joueurs et c'est ce qu'on voit en playoff et c'est pour ça que moi personnellement, j'aime autant voir Butler en playoff, c'est que en fait, c'est pas tant un joueur. Bien sûr, sur une saison de 80 heures de match, il pourrait sûrement pas le faire, c'est normal, il y a que LeBron qui en est capable. Mais en fait, c'est pas un joueur qui perd en efficacité ni en productivité quand tu lui augmentes son usage. Il y a plein de joueurs comme ça, c'est normal parce que plus t'as de ballons, plus tu fais perdre de balles et tout. Butler, c'est pas le cas, c'est pour ça que c'est aussi électrisant quand il est en playoff. Du coup, et un match ou deux de plus, en fait, ça te change pas ta saison, ta fatigue entre guillemets. Par contre, ça change la saison. Typiquement, ta phrase, c'est la première année où tu te dis en fait là t'as peut-être un peu abusé. Ouais. Et le pire, c'est que on se dit qu'il a un peu abusé. Pourquoi? Parce qu'on est en play-in et qu'il se blesse en play-in. Mais tu fais un match de plus, en fait, t'es septième ou t'es sixième ou t'es cinquième et t'es pas dans le même cas. Tu vois? Ou alors, juste, si tu te blesses pas, en réalité, Butler se blesse pas, on sort sûrement à 99% face à Boston, en fait, dans le même cas. Ou peut-être que non. En fait, il a déjà prouvé à maintes et maintes reprises qu'en fait, quand il joue au niveau où il est censé jouer en permanence, en fait, il est capable de shift une série de playoffs. Et du coup, soit il faut, et ça c'est, encore une fois, je répète, mais j'insiste parce qu'il y a un côté très, ça n'a aucun sens de dire qu'il faut pas te blesser. Mais en fait, soit t'assumes de le faire un peu plus pendant la saison, et dans ce cas-là, si tu te blesses, ok, ça dépend plus de toi. Typiquement, s'il a fait tout ça pendant toute la saison régulière et qu'après il arrive en playoff, qu'on est quatrième et qu'il se blesse, ok, soit tu t'es grave donné, soit du coup, tu te fais pas, mais dans ce cas-là, il faut absolument que tu sois là au moment où on a besoin de toi. Autrement, t'as une fin de saison où tu regardes et tu dis, mec, c'est trop con, faut shooter plus. Et alors que normalement, il y a pas de joueur qui t'est censé dire, mec, t'es une superstar, faut shooter plus. Voilà. Du coup, il y a un côté, et c'est un peu le cas, une année sur deux. Enfin, voilà. Là, c'est l'année de playoff c'est l'année de Butler où du coup, il était pas là. Et j'ai pas spécialement de doute sur le fait que l'année prochaine, il soit hors blessure, bien sûr. J'ai pas spécialement de doute sur le fait que l'année prochaine il soit encore trop fort et que si on va en playoff il soit trop fort. Franchement, ça j'en doute pas. J'ai pas de crainte sur ce truc-là. C'est juste, j'ai des questions sur quel Butler on va avoir pendant l'année et qu'est-ce qu'il va avoir envie de prouver sur les 80 heures de match ou sur les 70 matchs sur lesquels il va être nécessaire. Et donc, classement, le moment fatidique. Je sais pas. Bon, déjà facile, question facile. Par rapport à Bam Adebayo, au-dessus ou pas? Pareil, genre sur la saison en dessous, ça s'entend. Sur le niveau de jeu, il y a pas au-dessus, ça, il y a pas de débat. Du coup, limite, j'ai envie de les mettre à peu près au même endroit, quoi. J'ai quand même envie de le mettre au-dessus de Bam, mais peut-être pas de beaucoup, tu vois. Ce qui me va. Pareil, il y a Donovan Mitchell. Pour moi, il est meilleur que Mitchell. Enfin, tu vois, il y a Pour moi, il est au-dessus de Mitchell, mais de toute façon, on a mis Bam au-dessus de Mitchell, tu sais, en début d'émission, là. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça, oui, exact. Donc ça, c'est un peu, Ouais, en fait, surtout si on prend moi, j'ai pas de problème à mettre Butler au-dessus de Bam, en vrai. Je pense aussi, mais après, la question, tu vois, pour moi, le Butler qui fait pas son mec, je tire pas, on exagère, mais pour moi, le vrai Butler est largement au-dessus de Booker, Tatum. Mais bien sûr. Mais tu prêches un convaincu, on est d'accord là. Et vraiment, je le dis pas en mode, d'ailleurs, c'est marrant. Je le dis pas en mode faillot, genre, je suis pour le hit, du coup, j'aime bien. D'ailleurs, c'est plutôt, j'aime trop Butler parce qu'il est trop fort, c'est pas je défends Butler parce que j'aime trop le hit, non, c'est juste parce que le mec est trop fort donc je l'aime bien grâce à ça. Du coup pour moi, dans une saison normale, il est au-dessus de Booker et ça je me souviens, j'avais eu le débat avec s'il écoute d'ailleurs shout out avec Bastien il y a quelques années où je défendais mordicus le fait qu'il était meilleur que Booker, il y croyait pas et les années d'après ont prouvé que. Mais voilà, en tout cas oui, dans une année normale, je le mets au-dessus de Booker. Cette année à voir, je sais pas, en tout cas le mettre au-dessus de Bam, moi ça me va. Si là on dit que Bam il est au-dessus de Mitchell, Bam, c'est la fourchette basse, on peut dire. Pour moi, la fourchette haute peut aller jusqu'à Kawhi Leonard. Mais pas si on prend en compte le côté on va le pénaliser pour la saison un peu moins bonne, quoi, pour le coup. Ouais, donc, après, je sais pas où taper. Je sais pas si on va chercher Booker juste, donc une place. Est-ce qu'on va, par rapport à un Durant, je sais pas, par rapport... J'aurais mis en dessous de Durant, mais pas tant parce que j'y crois, juste... pour m'éviter les foudres de la planète entière, tu vois. Genre, j'ai pas envie qu'on commence à dire, voilà. Tu sais, vu la gueule de mon classement, ça se voit que j'ai pas peur des retours. Hein. C'est pas faux. Non, mais oui. Je sais pas. Ou alors, c'est peut-être Davis qui est bas. Non, mais mettons-le là avec Booker. On le colle entre Booker et Bam pour l'instant. On va dire que c'est un peu le côté, on a pondéré le petit volume plus petit que d'habitude, mais avec un vrai volume, pour moi, il est niveau Kawhi. Hein. Niveau Kawhi. Mais ça, encore une fois, tu prêches. Et pour le coup, je serais vraiment pas surpris que cette année, par pure volonté, soit de prouver, soit de jouer sur le futur contrat, parce qu'il a sûrement envie de se taper un dernier gros contrat pour sa fin de carrière.
ce que j'entends carrément. Du coup, il y a une saison régulière un peu plus solide, tu vois. Et là, pour le coup, une saison régulière un peu plus solide, où il joue juste soit 10 matchs de plus, soit il prend 5 shoots de plus par match. Sachant que si certains veulent pondérer encore plus la perte de volume, je peux entendre que la fourchette basse, elle puisse aller jusqu'à Lillard, quoi. En 2-3 places en dessous. Ouais, max, hein. Ouais, max, hein. Grand ouais, max. Ouais, ça va, je serais limite. Hein. On est d'accord. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 17 décembre 2023. Est-ce que tu te souviens d'un buzzer beater contre les Chicago Bulls? Est-ce que tu as vu ce match? Est-ce que tu as vécu ce match? Bien sûr. Est-ce que tu as fait une vidéo pour dire tu t'appelles Kyrie, on s'appelle Kyrie ou pas? Alors, j'ai sûrement pas fait la vidéo, mais je sais que j'ai pris le... C'est quoi? C'est genre... Putain, on avait été bon offensivement en plus, je crois. En plus, Butler avait été bon. Est-ce que les gens savent que cette vidéo, tu t'appelles Kyrie, maintenant on s'appelle Kyrie, c'est de toi ou pas? Les gens le savent ou? Ça dépend, il y a des gens... En fait, c'est marrant, elle remonte tout le temps, toutes les quelques années ou les quelques mois. C'est tout le temps dans mode... Putain, mais j'avais jamais vu cette vidéo. Je suis en mode, ouais, voilà. Mon héritage, c'est bien. Bon bref, qui est sur le terrain au moment de ce buzzer beater entre les Bulls et les Chicago Bulls? Pardon, entre le Heat et les Chicago Bulls. Ouais, le Heat et les Bulls. Caleb est là, le traître. Ouais, c'est ça le traître. Butler est là, oui. C'est quand déjà? Le 17 décembre. Laurie est là, tout à fait. C'est ta meilleure amie. C'est ça, ouais. Putain, voilà. Putain, les vrais classiques. Tu vois, après tu disais que j'étais vieux en parlant de la toile, mais là, D-Rob, du coup, D-Rob n'est pas là. Jaquez. Exactement, la meilleure moustache de NBA est là. Voilà, absolument. Et il te manque un poste 4. Robinson? Enfin, Orlando? Non, il est très 60s. Ah, Love. Peace and Love, tout à fait. Putain. Oui, bah, bien sûr. Et côté Chicago Bulls, alors? DeRozan. Classique, ouais, DeRozan. Vucevic. Patrick Williams. Pat Williams, ouais, effectivement. Kobe Bryant White est là, en effet. Et on manque un. Le dernier, c'est un jeune défenseur. C'est un autre qui a un nom un peu compliqué, nom de famille, je peux pas trop faire de jeu de mots. Si, il a le même prénom que la meuf qui joue dans The Bear. Ayo. Exactement. Putain, je te le donne, Dosunmu. Ayo Dosunmu. Ouais, voilà, ok, j'aurais pas trouvé, mais ouais, voilà, c'est ça. Exactement, Ayo Dosunmu est sur le terrain au moment de ce buzzer beater. Quel âge il a d'ailleurs, lui? Il est relativement jeune, hein, je crois. 23, 22? Ouais, un truc comme ça. C'est ça. Il est pas mal du tout, d'ailleurs, au passage. Mais bref, donc on récapitule de qui est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. On a inséré Butler autour de la 10e place entre Booker et Bam Adebayo. On a inséré aussi Jaren Jackson, le Nemesis entre DeMar DeRozan et Karl Anthony Towns. Je roule l'idée un peu plus bas entre Miles Turner et Alex Caruso, vers cette zone Caruso. D'Angelo Russell un peu plus bas autour de la 50e place avec Austin Reeves entre Mike Conley, Devin Vassell et autres. Et puis Duncan Robinson tout en bas autour de Tyler Hero, même si ça peut être amené à changer et à bouger par rapport à ça. Mais voici la QI du jour. En tout cas, merci beaucoup Sam d'être revenu sur le Basket Lab et sur la Syllab. Ce fut un réel plaisir et c'est toujours un grand plaisir de parler basket avec toi. C'est intéressant, c'est instructif et on rigole beaucoup. Donc j'adore. Il y a des jeux de mots. Et il y a des jeux de mots et puis des vieux qui parlent. Voilà, c'est génial. Le podcast aura agité les gazettes, je pense, celui-ci. C'est vrai. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que cette série vous plaît. Comme vous voyez, on arrive bientôt à la fin. Bientôt épisode 17, donc il n'en reste plus que 3 mécaniquement, le 18, 19 et puis 20. Cette fois-ci j'ai fait une playlist de pile sans nom, comme ça on fait pile 20 épisodes, alors que l'an passé on avait un peu débordé, on avait classé 115 noms je crois, ça avait un peu tardé, mais là l'objectif c'était d'être assez concis et surtout de finir avant la fin de l'année, donc en effet rythme assez élevé de 1 par jour aujourd'hui, petite quotidienne. Et comme ça, dimanche, c'est fini. La quotidienne est finie. On aura fait 3 belles semaines de top 100. Et donc, on va se retrouver la prochaine fois demain, vous l'aurez compris. Demain, nouvelle QV, l'antépénultième QV. Et demain, on va parler de Trae Young, de Chet Holmgren, de OG Anunoby, de Emmanuel Quickley et de Nick Claxton. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Sam d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.